Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du conseil d'administration de la Mutualité française Loire-Haute-Loire, je suis heureux de vous accueillir à notre 14e édition de notre conférence santé. Vous êtes ce soir près de 800 personnes. On a même dû refouler quelques personnes lors des inscriptions. On en est désolé. Donc, il y a la possibilité de suivre cette conférence par Internet pour ceux qui n'ont pas pu venir. Donc, voilà, on a essayé de contenter le plus grand nombre comme nous pouvions. Je remercie la ville de Saint-Étienne et la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien dans l'organisation de cette conférence. Je tiens à saluer la présence dans la salle de Madame Aubourdi, de messieurs Ziegler et Mekjian, qui représentent la mairie de Saint-Étienne ce soir, et puis de monsieur Perrin, président de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes. Je tiens à préciser que grâce au soutien d'Eovi MCD Mutuelle, nous avons pour la première fois une conférence qui est accessible aux personnes porteuses d'un handicap. Et la conférence sera, par exemple, traduite en direct en langue des signes par la personne qui se trouve à l'extrémité gauche de la scène. Donc ça a été rendu possible grâce au travail du service prévention d'Eovi MCD Mutuelle et notamment de Corinne Masson, que je tiens à remercier. Et je pense que c'est une belle première à Saint-Étienne de pouvoir faire que cette conférence soit accessible aux personnes porteuses de handicap. Donc ce soir, nous avons comme thème le sommeil. Vaste sujet qui attire toujours un grand public. C'est vrai que nous passons pratiquement un tiers de notre vie à dormir. Et ce temps de sommeil est essentiel à l'équilibre de notre organisme, pour notre forme physique, notre bien-être, la croissance et pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Selon une étude menée en 2009 par l'Institut du sommeil et de la vigilance, 30% de la population se plaint de troubles du sommeil et 10% d'insomnie sévère affectant la vie quotidienne. Nous avons réuni ce soir 4 experts pour nous aider à mieux comprendre notre sommeil, ses troubles, et répondre à la question que nous sommes nombreux à nous poser, peut-on bien dormir, et si oui, comment ? Je tiens à remercier les médecins d'avoir accepté de participer à cette conférence. Au-delà de la prévention, la Mutualité française agit également dans les soins et l'accompagnement des patients. La clinique mutualiste chirurgicale a mis en place, depuis quelques mois, un dépistage systématique du syndrome d'apnée du sommeil spécifique pour les personnes présentant des troubles avérés. Donc ça se réalise lors des consultations d'anesthésie. Et puis si effectivement on détecte des problèmes, eh bien on a une réponse à leur apporter, une consultation plus poussée sur ces problèmes-là. C'est une prise en charge qui est pour nous le moyen de dépister cette maladie qui est encore très mal diagnostiquée. Voilà, c'était le petit insert publicitaire lié à nos œuvres. Je pense que c'est important. En plus, on a effectivement un de nos praticiens de la clinique mutualiste qui fait partie du débat. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne conférence et puis je cède la parole à Yves Perrin, président de la Mutualité Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Monsieur le Président de la Mutualité française Loire-Haute-Loire, cher Pascal, Mesdames, Messieurs les élus, je ne vais pas citer, si vous le voulez bien, à tous, puisque tu l'as déjà fait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis vraiment très heureux, en tant que nouveau président de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes, de pouvoir vous dire ici quelques mots. Notre union régionale, puisque la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes regroupe à ce jour environ plus de 4 millions de personnes protégées, plus de 400 mutuelles, et notre union régionale s'associe pleinement à la mise en place de ces conférences. En effet, en tant qu'acteur majeur de santé publique, elle défend une approche globale de la santé. Elle met en œuvre plus de 1200 actions
de prévention et promotion de la santé. Si vous faites le calcul, c'est environ 6 par jour ouvrable, et ceci à destination donc des mutuelles et du grand public. Elle privilégie l'intervention de proximité et la participation du public, en incitant ainsi chacun à être et à devenir acteur de sa santé. À partir des besoins spécifiques à des publics et des priorités régionales définies par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, l'activité prévention est définie autour de 3 programmes: naître, grandir et s'épanouir en pleine santé, mener sa vie en santé et bien vieillir et maintenir son autonomie. Voilà, je ne serai pas plus long. En tous les cas, c'est chaque fois un plaisir de voir à quel point vous participez en nombre à ces conférences, et je suis effectivement très heureux de pouvoir m'y associer. Merci et bonne conférence. Mais rassurez-vous, je vais être court et je ne vais pas vous endormir. Mais je voulais saluer donc le président de la mutualité Loire-Haute-Loire et puis le représentant de la mutualité Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que c'est un plaisir d'être ici avec vous, dans cette ville de Saint-Étienne, où la mutualité compte tant. Alors Gaël Perdriau n'a pas pu être présent ce soir, mais il est à Francfort. Vous savez, c'est Saint-Étienne qui a beaucoup collaboré pour le pavillon qui doivent être exposés les livres français, puisque la France a été l'invité spécial de cette grande foire du livre qui a été inaugurée par le président de la République française et Madame Merkel. Alors, tout vous dire que la mutualité, elle est présente partout dans notre vie à Saint-Étienne. Elle est présente sur le terrain, elle est présente dans les entreprises, elle est présente partout où il y a de la vie. Elle est présente même, je la vois, au stade Geoffroy-Guichard. Et c'est vrai que la mutualité, c'est quelque chose qui convient bien à l'esprit stéphanois. Un esprit fait de solidarité, de convivialité, de proximité et de souci du détail. Nous savons ici que rien n'est sauvé quand on n'a pas tout sauvé. Et il est important de se dire qu'il y a cette solidarité active qui s'exprime dans la mutualité. Et nous sommes heureux d'être à leur côté pour réaliser des choses. Alors, il y a de multiples projets. Rémi Bouvier, le directeur général, donc c'est bien tout ce que nous faisons. Et en particulier, je veux citer ce soir ce grand projet de la Cité des aînés, qui est une vision moderne du XXIe siècle de l'accueil des aînés, des personnes qui sont fragilisées par le vieillissement et qui ont besoin effectivement d'avoir une attention toute particulière. C'est un vaste projet, c'est une maison que nous allons construire donc à côté de l'hôpital de Bellevue, là où il y a le gérontopôle qui est en train de se positionner et qui nous permettra, j'en suis sûr, d'avoir une réponse adaptée à ce problème important du XXIe siècle, qui est le vieillissement de la population. Je n'en dirai pas plus, simplement pour dire qu'on est parfaitement heureux de collaborer avec la mutualité et que la ville de Saint-Étienne, elle se retrouve parfaitement dans ce socle de valeurs communs que nous avons et qui constitue l'âme même de notre cité. Merci et bonne soirée et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je souhaiterais rendre hommage à la grande prescience de Monsieur le Directeur, qui a choisi ce thème du sommeil quasiment un an avant que le prix Nobel de médecine soit attribué au descripteur des rythmes hormonaux de jour et de nuit. On aura l'occasion d'en reparler. Il est de bon ton, en effet, de dire que sur 90 années de vie, on en passe de 25 à 30 à dormir. Encore faut-il avoir la chance de dormir. Travail posté, insomnie, nuisances sonores, nuisances lumineuses, le sommeil n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, il reste essentiel à la vie biologique, au même titre que l'alimentation ou l'hydratation. Et le psychisme, de son côté, ne peut pas s'en passer. Inconscience bénéfique, le sommeil fait l'objet de solutions multiples dans le monde animal. Certains oiseaux, comme les frégates et les martinets, ne dorment que d'un œil pour continuer à voler. On ne sait pas s'ils rêvent ni à quoi. Les éléphants y consacrent quelques dizaines de minutes par nuit, quand les fameuses marmottes y laissent la moitié de leur vie,
avec un cœur qui bat seulement 4 fois par minute. Mais que se passe-t-il quand nous sommes dans les bras de Morphée, dieu des rêves? Sans doute le plus grand des mystères, peuplé de fantômes, de terreurs. Le sommeil nous fait toucher l'irréel, l'inconscient, nous rend hyper vulnérables et nous le fait sentir. N'oublions pas qu'Hypnos, dieu du sommeil et père de Morphée, est aussi le frère jumeau de Thanatos, dieu de la mort. Sommeil, source d'angoisse multiples. À ce titre, chaque réveil serait ainsi une nouvelle naissance. Et les mécanismes biologiques de récupération sont donc complexes. Mais s'agit-il seulement de récupération? En d'autres termes, le sommeil ne remplit-il pas aussi d'autres fonctions vitales que l'évacuation des déchets, réels ou inconscients, accumulés dans la journée? Pour répondre à ces questions, nous avons autour de la table Dr Marie-Joseph Chalamel, qui est pédiatre, spécialiste du sommeil et ancienne responsable d'une unité d'exploration et de consultation du sommeil de l'enfant aux Hospices civils de Lyon. Le professeur Claude Gronfier, docteur en neurosciences, chercheur neurobiologiste dans le département de chronobiologie de l'INSERM et vice-président de la Société francophone de chronobiologie et plein d'autres choses, mais qui nous éclairent peut-être tout à l'heure. Docteur Patrick Lemoine, psychiatre et écrivain, docteur en neurosciences, professeur associé à la faculté de médecine de Pékin, spécialiste enseignant et chercheur du sommeil, donc du décalage horaire peut-être. Et puis le docteur Bruno Stimès, diplômé de cardiologie et réanimateur à la clinique mutualiste de Saint-Étienne. Alors, pour commencer, docteur Lemoine, peut-être pas en mandarin, mais en français, comment est-ce qu'on peut définir le sommeil? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il au niveau du corps et de notre cerveau? C'est pas très gentil de traiter de mandarin un ancien chef de service, franchement. Mais 68 est passé par là. En tout cas, je voudrais rendre hommage à la mutualité, dont la puissance est telle qu'ils ont réussi effectivement à faire nommer un prix Nobel juste dans le sujet qui nous réunit ce soir. Bravo, et on en est très fiers, parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'un prix Nobel est attribué à la chronobiologie et donc au sommeil. Et ça, on est content, parce que tous, autant que nous sommes autour de cette table, on œuvre sur le sommeil, sur les rythmes, et enfin, avec 2500 ans de retard seulement sur la Chine, mais enfin l'Occident est arrivé à officialiser l'approche du temps, alors qu'on est si bon dans l'espace, on est pour le moment pas encore très bon dans le temps, contrairement aux Chinois qui sont très bons dans le temps, pas très bons dans l'espace. Alors pour parler du sommeil, moi je pense que n'importe qui dans cette salle pourrait venir à cette table, parce que nous sommes tous des spécialistes du sommeil, puisque théoriquement, chaque nuit, chacun d'entre nous est supposé dormir quelque peu. Alors définir le sommeil, c'est à la fois facile et compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez la phrase de Saint-Augustin qui disait « Si tu me demandes ce qu'est le temps, je ne sais pas ce que c'est. Mais si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est. » Le sommeil, si tu ne me demandes pas ce que c'est, pas de problème, je sais très bien ce que c'est. Alors quand même, pour être un peu plus précis, le sommeil, c'est une fonction vitale. On ne peut pas vivre sans dormir. Le record à ce jour est de 11 jours et 11 nuits. Ça a été homologué. Un temps au livre Guinness des records, ils l'ont retiré de peur que d'autres gens veuillent battre le record et qu'il y ait des pépins de santé. Donc 11 jours, 11 nuits, c'est pour le moment le maximum sans dormir. Au-delà, on ne sait pas ce qui se passe. Deuxièmement, c'est une perte de conscience. Mais ce n'est pas un coma. Donc c'est une perte de conscience réversible. On n'est plus en prise avec l'environnement, mais si je fais ça à côté d'un dormeur, il va se réveiller. Si je fais ça à côté d'un comateux, il ne va pas se réveiller. Et enfin, c'est une perte de conscience réversible, périodique. Je ne dors pas n'importe quand, je dors sur un cycle normalement de 24 heures. Si je suis un bébé, le docteur Chalamel nous dira comment les bébés dorment. Si je suis une personne âgée, je risque de dormir également plusieurs fois. Et si je suis un andalou, je vais dormir en 2 fois. Donc l'organisation du sommeil dépend du climat, dépend de la culture, dépend un petit peu des gènes aussi. Et enfin, cette perte de conscience réversible, vitale, périodique, eh bien, elle sert à plein de choses. Elle sert d'abord à se reposer. Ça, c'est vraiment un cliché, c'est un truisme. On est bien content quand on a dormi parce qu'on est reposé. Quoique, si on dort trop, on est encore beaucoup plus fatigué que si on ne dort pas assez. Ça, il faut le savoir. L'hypersomnie est beaucoup plus dangereuse que l'insomnie. Toute hypersomnie doit être enregistrée et les insomnies, c'est très rare qu'on les enregistre. Alors à quoi ça sert de dormir? Vaste programme, comme disait le grand Charles. Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la même chose que à quoi ça sert. On y reviendra plus tard. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Eh bien notre cerveau, il est têtu. Notre cerveau et notre corps font plein de choses.
Et pendant le sommeil, peut-être une des choses principales, chez l'adulte, au cours des 2 premiers cycles, c'est-à-dire les 3 premières heures de sommeil, c'est le sommeil d'avant minuit qui compte, disaient nos grands-mères, et elles avaient raison, eh bien, nous fabriquons une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Qui dit croissance dit faire grandir les enfants. Madame Chalamel en parlera mieux que moi. Mais chez l'adulte, ben, ça cicatrise, ça permet de mémoriser, de fixer à long terme les souvenirs pertinents de la journée. Deuxièmement, ça sert aussi à faire tomber le stress, faire tomber la tension artérielle, faire baisser le cœur. Si on ne dort pas, ben évidemment, on a des problèmes au niveau cardiovasculaire. Si on dort bien aussi, eh bien, on réinitialise le système immunitaire. On remet un petit peu à zéro les choses immunitaires. Et donc, si on ne dort pas bien, ben, au niveau immunitaire, on risque d'avoir des problèmes de maladies auto-immunes. On peut aussi avoir des problèmes infectieux. On peut peut-être même avoir des problèmes au niveau de certains cancers, notamment digestifs. On y reviendra. Et enfin, dernière fonction, eh bien, vous m'avez fait perdre, non, c'est le nettoyage, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête au cours de la nuit? Il y a du liquide qui baigne notre cerveau et qui nous débarrasse de toutes les scories de la journée. On va parler que du somatique plutôt que du psychique pour le moment. Tout à fait. Alors, Madame Chalamel, chez l'enfant, comment ça se passe? Alors, chez l'enfant, on va reparler un petit peu de la structure du sommeil. Alors, chez l'adulte, le sommeil s'organise au cours de la nuit en cycles de sommeil qui contiennent du sommeil lent léger, du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Et ces cycles, ils durent de 90 à 120 minutes. Chez l'enfant, ce cycle de sommeil, il va être beaucoup plus court. Il va durer 50-60 minutes. Et ce qui est important de savoir, en particulier chez l'enfant, c'est qu'on se réveille à chaque changement de cycle. Alors, au cours d'une nuit de sommeil d'adulte, on a 4 à 6 cycles. Mais l'enfant dormant dans les tout premiers jours, presque 24 heures sur 24, il va avoir de très nombreux cycles, 18 à 20 cycles. Donc, il va se réveiller en particulier au cours de ce sommeil 18 à 20 fois dans les tout premiers jours, toutes les heures, il va se réveiller au cours de son sommeil. Et puis, chez l'adulte, on s'endort en sommeil lent, mais chez l'enfant, on va s'endormir en sommeil paradoxal. Et ça, c'est une différence avec le sommeil de l'adulte. Et dans le nouveau-né, il a 2 états de sommeil. Le sommeil agité, qui est l'équivalent du sommeil paradoxal, et le sommeil calme, qui est l'équivalent du sommeil lent. Mais ce sommeil calme, il n'est pas subdivisé en sommeil lent léger et en sommeil lent profond, mais toute cette structure du sommeil de l'enfant qui est très différente de celui du nouveau-né, qui est très différente du sommeil de l'adulte, va évoluer vers le sommeil de l'adulte très très rapidement, parce qu'à 1 mois et demi, on a déjà tous les stades de sommeil de l'adulte. À partir de 9 mois, l'enfant s'endort comme l'adulte en sommeil lent et pas en sommeil paradoxal. Est-ce que vous pouvez juste en 2 minutes rappeler ce que c'est le sommeil paradoxal? Alors le sommeil paradoxal, lui, c'est un sommeil où on a une respiration irrégulière, où on a une activité intense au niveau du cerveau qui est presque aussi importante que celle de l'état de veille. Et surtout, ce sommeil, il est caractérisé par des tas de mouvements oculaires rapides. C'est le sommeil à mouvement oculaire rapide des anglo-saxons. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Julie Aumoine. Quelle est la place des rêves? Quel est leur rôle? Morphée, quel rôle joue? On ne parle plus des stades de sommeil, alors. Ben, on s'est mis d'accord. Hein. D'accord, bon. Moi, je veux bien. On respecte les... Non, mais c'est juste marqué là. Non, ça avait été... Bon. Vous ne lisez pas les mails. Non, je n'ai pas les mails. Bon, alors, à quoi ça sert de rêver? Voilà. C'est ça la question. Selon moi, la fonction la plus importante du rêve, c'est de rêver. C'est-à-dire que c'est assez sympa d'avoir toute une imagerie nocturne qui nous fait voyager. Mais on doit savoir quand même que chacun d'entre nous, dans cette salle, est complètement dingue, complètement givré, 4 à 5 fois par nuit, pendant 20 minutes. Parce qu'avoir un scénario avec des hallucinations auxquelles on croit complètement, je suis psychiatre, ça s'appelle du délire hallucinatoire. Donc nous sommes fous toutes les nuits, 4 à 5 fois,
Et ça nous permet quand même de mieux comprendre ce qui se passe chez les vrais fous, et ça permet de savoir que les états modifiés de conscience, c'est normal, c'est physiologique, qu'il n'y a pas besoin de prendre du LSD, qu'il n'y a pas besoin de prendre de la cocaïne pour avoir ça. Il faut d'ailleurs être complètement idiot pour en prendre, parce que finalement c'est gratuit et c'est parfaitement légal toutes les nuits. Alors à quoi ça sert d'autre? Eh bien ça sert à beaucoup d'autres choses. Il semblerait par exemple qu'au niveau de la création, notamment de la création artistique, le fait d'avoir la capacité pendant le rêve d'avoir ce qu'on appelle les circuits neuronaux affectifs, pour aller vite, l'hémisphère droit chez les droitiers, eh bien, de fuser à la conscience. C'est ainsi qu'un des Beatles, par exemple, s'est réveillé avec l'air de Yesterday. Au réveil le matin, il s'est dit, c'est pas possible, il doit être connu cet air parce que c'est trop beau. Et en fait, il l'avait rêvé, il l'a mis en musique et ça a fait le tube planétaire que tout le monde connaît. Mais il y a encore beaucoup d'autres fonctions. On pense aussi que le rêve permet de faire ce qu'on appelle une régulation émotionnelle. Parce que lorsqu'on a plein d'événements dans la journée, on les rêve. Alors contrairement à ce qu'a dit Freud, qui pense que le rêve c'est un accès à l'inconscient, c'est pas faux. Mais 99,9% des rêves, c'est du banal. On revit ce qu'on a fait dans la journée et ça sert finalement à virer tout ce qui n'est pas pertinent. Parce que savoir exactement quelle est la couleur de la chemise de mon voisin de gauche ou de droite, c'est vachement intéressant, mais peut-être que dans 6 mois, c'est pas passionnant pour moi de m'en souvenir. Donc ça, cette nuit, je vais le rêver et je vais le dégager. En revanche, c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Il est probable que cette nuit, je vais l'engrammer et que dans quelques années, je me souviendrai encore avec plaisir de cette soirée. Mais il y a encore de très nombreuses autres fonctions du rêve. Et en particulier, il y a ce qu'on appelle un rôle de sentinelle. Et il y a une étude que Michel Jouvet, qu'on a malheureusement enterré la semaine dernière, qui était un des grands du sommeil avec Bill Dement à Stanford. Eh bien, Michel Jouvet et Boris Cyrulnik parlaient d'une étude qui avait été faite chez les vaches. Ça peut paraître curieux. Vous prenez un troupeau de vaches, vous leur mettez des petites électrodes, elles sont dans le champ, et puis vous regardez ce qui se passe. Et en fait, comme c'est des proies, elles ne peuvent pas être vulnérables et dormir profondément. Parce que quand on rêve, on dort très profondément. Et du coup, elles ont des rêves qui durent 2, 3, 4 minutes, puis elles lèvent la tête, elles scannent l'environnement et elles se rendorment. Vous prenez votre troupeau, vous le mettez en sécurité dans une étable. Continuez à les enregistrer, et à ce moment-là, elles vont multiplier par 3 ou par 4 le temps des épisodes de sommeil. Elles sont en sécurité. Et enfin, vous les remettez dehors. Elles continuent à dormir comme si elles étaient dans l'étable, sauf une, la chef, la plus vieille, qui, elle, va se remettre à dormir comme une sentinelle et à se réveiller toutes les 3-4 minutes pour surveiller son troupeau, pour le mettre en sécurité. Et on peut imaginer que le fait que les personnes qui ont eu un gros traumatisme, qui ont eu un accident, qui ont été braquées, qui ont été violées, etc., qui ont ce qu'on appelle des cauchemars post-traumatiques et des reviviscences, des flashbacks dans la journée, eh bien le fait, toutes les nuits, d'avoir des cauchemars qui les réveillent en sursaut, elles sont en danger parce qu'elles ont eu ce traumatisme qu'elles n'arrivent pas à digérer et ces rêves leur permettent d'assumer une fonction sentinelle. Donc vous voyez qu'il y a énormément de fonctions du rêve. Bien sûr, la voie royale pour l'inconscient, ça peut arriver surtout si on est en psychanalyse et surtout pour faire plaisir aux psychanalystes, mais ça existe quand même. Et encore plein d'autres fonctions qu'on ignore encore aujourd'hui. Alors, professeur Gronfier, comment justement sont régulés ces moments d'éveil et de sommeil, cette alternance jour-nuit ou vulnérable, invulnérable, bref, ce fameux prix Nobel? Alors ce que le prix Nobel a récompensé, c'est l'étude des rythmes circadiens, ces rythmes de 24 heures qui permettent au sommeil de s'installer, de prendre place pendant la nuit chez les animaux diurnes, y compris l'homme. Et ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est qu'au cours des 24 heures, eh bien, il y a une protéine qui est synthétisée. Cette protéine va s'accumuler dans la cellule et puis elle va être petit à petit dégradée. Et puis elle va à nouveau être synthétisée, puis elle va être à nouveau dégradée. Donc ce qu'ils ont montré, c'est qu'il existe une protéine qui est produite de manière rythmique. Ça, c'était leurs premiers travaux dans les années 84. Et depuis les années 84, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont montré qu'en fait, il existe un ensemble de gènes qui s'activent et s'inactivent à des moments très particuliers pendant la journée et que leur activité, finalement, va constituer les rouages d'une horloge. Et finalement les rouages de l'horloge biologique endogène, qu'on appelle l'horloge circadienne. Donc c'est ça leur découverte dans les années 80. Et ce que ces travaux nous ont permis de comprendre, c'est pourquoi finalement
le sommeil prend place pendant la nuit, chez les animaux diurnes. Ce qu'on sait maintenant, c'est que cette horloge, elle est un petit peu comme un chef d'orchestre. Elle va déclencher des activités à certains moments pendant la journée, le sommeil pendant la nuit, l'éveil pendant la journée, la température va chuter pendant la nuit, ça sera bien pour le sommeil, le cortisol sera libéré le matin, ça sera plutôt bien pour l'éveil, la mélatonine va être sécrétée en début de soirée, ça sera bien pour l'endormissement. Bref, l'horloge permet de contrôler toutes ces activités au cours des 24 heures. Et donc le sommeil est de bonne qualité lorsqu'on dort pendant la nuit. Tous ceux d'entre vous qui ont ou qui effectuent en ce moment du travail de nuit savent bien que quand, après un poste de nuit, on cherche à dormir le matin, mais on ne dort pas très bien. Et la raison pour laquelle on ne dort pas très bien le matin, c'est parce que l'horloge biologique, elle, le matin, elle cherche à faire une chose, c'est promouvoir l'éveil. Elle met tout en œuvre pour augmenter la température, libérer le cortisol, inhiber les centres du sommeil, activer les centres de l'éveil. Donc c'est la raison pour laquelle le sommeil est de bonne qualité pendant la nuit et non pas pendant la journée. Donc c'est à ça que sert finalement l'horloge biologique. Et le deuxième grand mécanisme qui régule le sommeil, c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. Alors Claude Bernard a appelé ce phénomène le phénomène homéostasique, qui consiste finalement à... C'est très simple à comprendre, le matin quand on se réveille et qu'on est un bon dormeur et qu'on a bien dormi, eh bien notre pression de sommeil est à 0. Et puis au cours du temps qui passe, pendant la journée, la pression de sommeil va augmenter. Et le soir, quand on se couche, eh bien, la pression de sommeil va chuter à nouveau. Et donc on va avoir ce cycle-là. Et ce cycle-là, cette pression de sommeil, elle va augmenter, elle va s'accumuler au fur et à mesure de la journée, et tant que la journée va durer. Si on fait une nuit blanche, eh bien, à la fin de cette nuit blanche, la pression de sommeil sera plus élevée. Donc c'est la conjonction entre cette pression de sommeil qui s'accumule et l'horloge biologique qui finalement permet un sommeil de bonne qualité pendant la nuit et une veille de bonne qualité pendant la journée. Alors, Docteur Chalamel, comment est-ce que cette horloge évolue au cours de la vie? Alors cette horloge, elle évolue... Le micro. Elle évolue un petit peu très rapidement en fait parce que le fœtus dort. Il a des périodes de sommeil, il n'a pratiquement pas d'éveil. Le nouveau-né, lui, à la naissance, il dort par période de 3-4 heures. On appelle ça un rythme ultradien. Il n'a pas de rythme circadien. Mais très, très vite, ce nouveau-né, il va plus dormir dans la nuit par rapport à la journée. Et puis, à 4 mois, on a dit qu'on se réveillait à chaque changement de cycle et que le cycle de sommeil était très court chez le nouveau-né. Donc, il va se réveiller 3, 4 fois, 5 fois, 8 fois dans la nuit. Et puis, ces éveils vont diminuer progressivement. Et à 18 mois, on se réveille encore 4 fois par nuit en fin de nuit, en deuxième partie de nuit. Et puis, le nouveau-né va faire progressivement, il va faire ses nuits. Mais faire ses nuits, ça ne veut pas dire ne pas se réveiller. Ça veut dire se réveiller, mais ne pas signaler ses éveils à ses parents. Et ça, c'est une notion importante parce que toutes les insomnies du jeune enfant, c'est souvent un enfant qui ne sait pas s'endormir seul. Donc, quand il se réveille normalement la nuit, il va réveiller ses parents. Mais on sait qu'à 5 mois, il est déjà capable de faire une nuit de 8 heures qui est compatible avec le sommeil de ses parents, puisque cette période de sommeil continu survient entre 22 heures et 6 heures du matin. Et puis, il a 3 siestes à 6 mois et ces siestes vont progressivement disparaître. Elles vont disparaître, la dernière sieste, la sieste de début d'après-midi, disparaît entre 2 et 6 ans. Et puis à 6 ans, il a un sommeil nocturne très, très, très profond. Mais à l'adolescence, ce sommeil s'allège. Et l'adolescent, lui, il perd 40% de son temps de sommeil lent profond entre 11 et 16 ans. Et puis l'adolescent, il a un autre problème, c'est qu'il est naturellement couche-tard, lève-tard. Donc ça, c'est dû à on sent du vécu dans la salle. Ça, c'est un recul de la sécrétion de cette fameuse mélatonine qui est l'hormone de la nuit. Et puis, ce couche-tard, lève-tard qui est biologique, il est accentué par le mode de vie de l'adolescent qui adore les activités stimulantes en fin de soirée, les chats avec les copains, l'exposition aux écrans qui bloquent encore cette fameuse mélatonine. Et puis, parce qu'il a aussi une attirance avec les psychostimulants.
Bon, mais ça, donc, mesdames et messieurs les parents, soyez indulgents avec vos adolescents, c'est les hormones. C'est normal. Alors, professeur Gronfier, chez l'adulte, chez la personne âgée, que devient le sommeil? Alors, le sommeil se transforme, comme Marie-Jo Chalamel l'a bien expliqué, on démarre sa vie avec un sommeil qui est polyphasique, on fait plusieurs morceaux de sommeil pendant la journée, et puis petit à petit, on va avoir un sommeil qui va se consolider et qui va prendre place pendant la nuit. Eh bien, au cours du vieillissement, le sommeil va un petit peu se déstructurer pour, à la fin de sa vie, ressembler finalement d'une certaine manière au sommeil de l'enfant. Il va être polyphasique éventuellement chez certains, on va voir apparaître des siestes, quelquefois plusieurs siestes pendant la journée. Et puis, on va heureusement garder un sommeil nocturne, mais le sommeil nocturne va être un peu moins stable. Il va être plus fragmenté, on va avoir un peu plus d'éveil, un peu plus de difficulté à se rendormir. Donc, le sommeil va se transformer. Tout est histoire de rythme, donc le sommeil va redevenir un petit peu polyphasique. Et puis, ce qui change aussi, donc, outre l'aspect, on pourrait dire, rythmique du sommeil, c'est sa durée. Évidemment, on a tendance à dormir un petit peu moins, mais en fait, on a tendance à dormir moins pendant la nuit. Si on fait la somme du sommeil nocturne plus des siestes, finalement, la durée totale de sommeil sur les 24 heures, elle ne change pas nécessairement beaucoup. En tout cas, pas en moyenne. Et le dernier point, c'est ce qu'on observe aussi, c'est la position du sommeil qui peut changer. Marie-Jo vient d'évoquer le fait qu'à l'adolescence, le sommeil se retarde. Eh bien, généralement, en vieillissant, le sommeil a tendance un petit peu à s'avancer. Alors, pas chez tous, il y a encore des couches-tard, lève-tard parmi les âgés, mais en moyenne, eh bien, le sommeil a tendance à prendre place un petit peu plus tôt dans les 24 heures, et donc le réveil aura lieu un peu plus précocement aussi pendant la nuit. Alors, bon, on parlait de sommeil polyphasique. On dit que 20 à 30% de la population se plaint de troubles du sommeil. Il y a les insomnies légères, les insomnies modérées, les insomnies liées à des pathologies plus graves. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des mal à dormir, docteur Stimès? Je crois qu'il y a les problématiques, déjà, comme disait Marie-Jo Sabanel, les psychostimulants le soir, déjà qu'il faut effectivement essayer de bannir. Alors, quels seraient ces psychostimulants? C'est le café, le thé, le Coca-Cola, le Red Bull, voilà, sans parler de drogues annexes. Et là, je crois que Claude et Patrick sont largement qualifiés pour parler de tout ça. Mais ce sont des éléments qui vont contrarier, en quelque sorte, la pression sommeil. Il y a d'un côté le sommeil qui intervient est un phénomène actif. Il y a l'éveil qui va diminuer et la pression de sommeil qui va monter. Et le psychostimulant intervient pour maintenir l'éveil. Donc, il contrarie l'apparition du sommeil. Voilà, grosso modo, comment on peut... Alors après, chaque drogue, entre guillemets, a des effets spécifiques qu'on ne va pas détailler ce soir, mais le mécanisme d'action, c'est celui-là. Un psychostimulant qui vient entretenir l'éveil, le majorer et empêcher la survenue du sommeil. Alors, professeur Gronfier, il y a aussi, on a parlé des écrans, cette fameuse lumière bleue. Quels effets ils ont sur l'endormissement? Ils n'ont pas de bons effets. On sait depuis très longtemps que l'exposition à la lumière a un effet négatif sur le sommeil. Quand on s'expose à la lumière, par exemple la nuit, quand on va faire pipi, si l'environnement est trop lumineux, on aura un peu de mal à se rendormir. Enfin, dans le noir, c'est difficile. Dans le noir, c'est difficile. C'est pas très propre non plus, j'imagine. Et donc, on sait ça. On sait que la lumière n'est pas favorable au sommeil et à l'endormissement. Mais ce qu'on a découvert en 2002, c'est très récent, à l'échelle de la découverte scientifique, c'est qu'il existe dans la rétine une cellule qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine. Les scientifiques aiment bien donner des noms très compliqués, qui sont les seuls à comprendre. À vos souhaits. Et ces cellules-là, eh bien, elles vont aller renseigner l'horloge biologique de l'existence de lumière. Et c'est ce qui permet à cette horloge dont on a parlé tout à l'heure de rester synchronisée, d'être remise à l'heure pour rester synchronisée aux 24 heures. Ces cellules-là, elles sont en fait très sensibles à la lumière. Et elles ont une appétence particulière pour la lumière bleue. La lumière rouge les active assez peu, ces cellules. La lumière bleue, au contraire, va être très activatrice de ces cellules. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est exposé à la lumière, et en particulier la lumière des écrans, qui est très riche en bleu, puisqu'elle contient des LED rouges, vertes et bleues, et que les LED bleues sont très lumineuses, eh bien, les écrans vont avoir un effet directement stimulant de notre horloge. Et ce que les découvertes récentes ont pu aussi montrer, c'est que ces cellules de la rétine, elles ne sont pas reliées uniquement à l'horloge. Elles sont reliées à un ensemble de structures dans le cerveau. Il y a environ une quinzaine de structures qui ont été identifiées. Ce sont des structures qui sont impliquées dans l'éveil. Ces cellules activent l'éveil.
elles inhibent le sommeil, elles inhibent les structures impliquées dans le sommeil, elles activent les centres de l'humeur, c'est pour ça qu'on est généralement plutôt de bonne humeur quand on est exposé à la lumière, surtout la lumière solaire. Elles activent des centres impliqués dans la cognition, notre capacité à gérer l'environnement et à prendre part à des processus cognitifs. Et donc bref, toutes ces activités-là qui sont activées par ces cellules, eh bien, pendant la journée, c'est une bonne chose. Évidemment, la lumière va permettre une bonne vigilance, un bon éveil. Mais lorsque cette lumière nous parvient le soir, par le biais des écrans, eh bien, ça va avoir un effet défavorable. Et toutes les études montrent qu'il existe une relation entre le nombre d'heures passées devant les écrans et la restriction de sommeil. Plus on passe de temps devant les écrans et plus la durée de sommeil est réduite. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est tout simplement parce que si on passe 3 heures devant les écrans sur un épisode de 10 heures, eh bien, il ne reste plus que 7 heures pour le sommeil. Ça, c'est vrai. Mais si on passe ces 3 heures avec une tablette par rapport à un livre, eh bien, on va voir que le sommeil va être plus réduit par l'existence de la tablette, par la présence de la tablette, à cause de cet effet qui provient de la lumière des écrans. Lire un livre n'aura pas du tout cet impact-là, surtout si le livre est de mauvaise qualité. Est-ce que c'est justement ces cellules qui sont impliquées dans la luminothérapie proposée pour la déprime hivernale, oui, ou pour le recalage dans le décalage horaire? C'est exactement ça. Ces cellules-là, maintenant, on sait qu'elles sont directement impliquées dans la synchronisation de l'horloge. Et en médecine du sommeil, il est maintenant courant d'utiliser ces approches chronobiologiques qu'on appelle la luminothérapie ou la photothérapie ou la luxthérapie. Il y a plusieurs noms pour la même chose. Et en fait, cette thérapie utilise les propriétés de la lumière, qui va activer ces cellules de la rétine, qui vont ensuite resynchroniser l'horloge. Alors soit la retarder, lorsqu'on s'expose à la lumière le soir, on retarde l'horloge, et ça ce sera bien pour les gens par exemple qui ont des difficultés à rester éveillés le soir et qui se plaignent de se réveiller trop tôt. On peut proposer une luminothérapie le soir. Ce sera aussi très favorable pour traiter les troubles qu'on appelle le retard de phase. Ce sont par exemple les ados, mais pas uniquement les adolescents, qui vont se coucher trop tard, à 3h ou 4h du matin, et qui auront toutes les peines du monde à se réveiller le matin à une heure socialement admise, on va dire, ou parentalement admise, et donc qui vont pouvoir, eux, bénéficier d'une exposition matinale à la lumière. Cette exposition matinale à la lumière, ça n'est pas n'importe quelle lumière, pas n'importe quelle durée, pas n'importe comment, et dans un cadre médical bien suivi, eh bien, cette lumière-là va permettre à l'horloge d'être avancée et permettre à ces enfants et ces personnes qui souffrent de ce trouble de dormir à des heures plus normales, on va dire. Très bien. Alors, évidemment, quand on parle d'insomnie, docteur Stimès, on parle de stress, d'angoisse, on se retourne dans son lit, on a des idées noires, on rumine, et finalement, on allume la lumière. Tout à fait. Effectivement, c'est la notion de l'intervention donc, du stress sur la qualité du sommeil. Alors le stress, par stress, on entend stress négatif. Le stress négatif, là encore, c'est cette situation où, en quelque sorte, on a à faire face à soit une décision, soit une réflexion, et puis qu'on n'a pas les moyens, entre guillemets, pour le faire. Et dans ces conditions, on se retrouve dans une stimulation du système adrénergique, c'est-à-dire de l'adrénaline. Grosso modo, on a un système nerveux autonome à l'intérieur de notre corps, au niveau de notre cerveau, qui nous aide à nous adapter à notre environnement. Ce système nerveux comporte un frein et un accélérateur, très schématiquement. L'accélérateur, tout le monde le connaît, il s'appelle l'adrénaline. Donc ce produit, en quelque sorte, c'est un produit de l'alerte, de l'état d'alerte. Et le soir, éventuellement, on peut être en état d'alerte parce qu'on n'a pas résolu ses problèmes de la journée, parce qu'on rumine sur des actions qui ont été manquées ou qui n'ont pas été faites, parce qu'on est dans l'anticipation anxieuse de ce qui va se passer demain, après-demain ou la semaine prochaine, et le petit moteur tourne. Et là, donc, cette situation d'alerte conduit à une stimulation avec sécrétion d'adrénaline, fabrication de glucocorticoïdes, de cortisone, et ce sont des facteurs de maintien d'éveil. Donc, l'objectif, c'est donc de neutraliser cet accélérateur, puisque de l'autre côté de l'accélérateur, il y a un système de freinage, de repos et de récupération que l'on appelle le système nerveux parasympathique. Donc, orthosympathique, adrénaline, alerte, accélérateur, et de l'autre côté, parasympathique, acétylcholine, frein, récupération. Et cette acétylcholine, c'est le produit en quelque sorte à fabriquer pour bien dormir, d'une certaine manière, sans être caricatural. Alors après, il faut trouver les moyens qui permettent de diminuer, parce que c'est un système de vase communicant, l'alerte en haut, le repos-récupération parasympathique en bas. Et si vous baissez le niveau de l'un, vous montez le niveau de l'autre.
très schématiquement. Donc il faut essayer de développer des stratégies qui visent à diminuer l'alerte et augmenter le repos-récupération. Alors dans les stratégies, il y en a des tripotées qui sont décrites dans la littérature et bien validées. L'activité physique, ça c'est un très bon moyen de stimuler son système parasympathique et de le renforcer. On rappelle d'ailleurs par là-dessus aussi qu'un bon système parasympathique permet la bonne régulation des émotions. Il y a une relation étroite entre la compétence de notre système parasympathique, repos, récupération, et la capacité qu'on a de gérer notre émotionnel. Donc, l'activité physique est un bon moyen. Toutes les activités plaisir, se faire plaisir le soir est un bon moyen de fabriquer de l'acétylcholine et donc de bien dormir. Également disponibles des techniques psychocorporelles. Alors les techniques psychocorporelles, ce sont des techniques qui peuvent être par exemple de méditation, qui peuvent être de libération émotionnelle. Alors on pourra revenir ultérieurement sur ces différentes techniques que connaît très bien également Patrick, puisqu'il est pratique dans son établissement. Les techniques de sophrologie, d'auto-hypnose peuvent également être inclus dans cet ensemble global qu'on appelle techniques psychocorporelles et qui permettent au mental de se poser, d'être dans l'instant présent, centré sur le corps, plus dans la rumination, pas dans l'anticipation anxieuse, et permettre à ce moment-là une quiétude, en quelque sorte, qui permet de stimuler ce système parasympathique et de ce fait de favoriser l'endormissement. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, professeur Confrier, les rythmes de vie, donc vous avez un peu évoqué tout à l'heure l'heure de coucher, est-ce qu'il faut qu'elle soit régulière ou est-ce qu'on peut jongler avec ça? Et le travail posté aussi, quels sont les problèmes que ça cause? Alors on peut jongler, on a le droit de prendre des risques dans la vie, mais c'est une mauvaise idée pour ce qui est de la qualité du sommeil. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le sommeil doit être le plus stable possible. Et quand la vie le permet, quand on est travailleur posté ou travailleur de nuit, la vie ne le permet pas. Mais quand la vie le permet, eh bien, il faut veiller à garder des horaires aussi réguliers que possible, et aussi bien des heures de coucher que des horaires de lever. Et là encore, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la lumière qu'on va percevoir le matin et le soir et au cours de la journée est finalement le mécanisme qui permet de remettre à l'heure notre horloge. Donc si on se couche un peu tard, on retarde l'horloge. Si on se couche un peu tôt, on avance l'horloge. Donc l'instabilité va provoquer un problème de remise à l'heure de l'horloge et qui finalement ne va plus permettre au sommeil de s'installer au bon moment. Il existe malheureusement des situations dans lesquelles on va voir se développer des troubles, et soit de manière individuelle, certains individus ont une très mauvaise hygiène de sommeil. On parlait de l'adolescent tout à l'heure, c'est éventuellement... l'adolescent peut faire partie de cette population qui a une mauvaise hygiène de sommeil, pas tous heureusement, mais certains ont une mauvaise hygiène de sommeil. Des gens qui ne sont pas du tout adolescents ont aussi une très mauvaise hygiène de sommeil, et donc il sera important de veiller à avoir une très bonne hygiène de sommeil. Et dans l'hygiène de sommeil, non seulement on a à l'esprit l'attitude qu'on va avoir avant le coucher, on évite de boire du café, on évite de faire du sport juste avant de se coucher, il y a tout un tas de conseils qu'on donne, des conseils d'hygiène de sommeil, mais dans l'hygiène de sommeil, on doit aussi penser à l'hygiène lumineuse. On doit faire attention à son exposition à la lumière et à veiller à ne pas utiliser trop les écrans, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil, et donc c'est, on pourrait dire, un mauvais comportement qui va amener à finalement une mauvaise synchronisation de notre horloge biologique et conduire à des troubles du sommeil. Mais il y a ces situations qu'on a évoquées qui sont finalement des situations imposées, on pourrait dire, par la société ou en tout cas par le monde du travail. Ce sont tous ceux qui font du travail de nuit et du travail posté. Et l'ANSES, alors la Haute Autorité de Santé, il y a maintenant quelques années, en 2012, avait écrit un rapport faisant un tour de la littérature scientifique sur le sujet et avait émis un certain nombre de recommandations à l'usage des médecins du travail et des travailleurs de nuit. Et l'ANSES, l'an dernier, a écrit un rapport faisant lui aussi un état des lieux, mais cherchant des pistes, des solutions, on pourrait dire scientifiques et médicales, pour essayer de résoudre le problème et éviter que le problème s'accentue. Et en tout cas, ce qui a été observé, c'est que le travail de nuit et le travail posté conduit à un ensemble de troubles qui peuvent être plus importants que ce qu'on imaginait. On a tous à l'esprit le trouble du sommeil. On se dit, quand on fait du travail de nuit, on ne dort pas bien le lendemain matin à la maison. Et quand ça va s'accumuler, si on fait plusieurs nuits de suite, on sait qu'on ne va pas très bien dormir. Et on se dit, si on fait du travail posté, bon, je dormirai mieux dans quelques jours. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ce qui est perdu en termes de sommeil, c'est perdu. On a une dette, on a perdu quelque chose, on a perdu du sommeil. Ça peut avoir des conséquences sur la santé. Et ce qu'on pense, c'est que le travail de nuit, parce qu'il est chronique, ce n'est pas une nuit blanche qu'on va faire, qui finalement va être vite évacuée, l'organisme va traiter cette nuit blanche. Le travail de nuit, parce qu'il est chronique, va
être associés à des troubles. Et ce qui a pu être observé dans le cadre de ce travail de l'ANSES, c'est que les troubles se situent à tous les niveaux. On a des troubles du sommeil, on a des troubles de la vigilance, des troubles de la cognition, des troubles de type anxieux, dépressif. On va avoir des troubles au niveau métabolique. Les travailleurs de nuit souffrent d'obésité plus que les autres. On va avoir des troubles au niveau cardiovasculaire. Il y a plus d'infarctus du myocarde, plus de troubles cardiovasculaires au sens général. Il y a aussi plus de troubles au niveau immunitaire. Et puis pour finir, c'est le cancer, alors, qui fait toujours très peur. Ça fait partie des troubles qui sont observés. Il ne faut pas en avoir plus peur que les autres pathologies. On peut mourir d'un infarctus du myocarde et pas d'un cancer. Mais en tout cas, les cancers sont maintenant... il s'avère qu'ils sont très probablement liés au travail de nuit, parce que le travail de nuit, en perturbant l'horloge et en créant une dette de sommeil, ne va pas permettre, comme Patrick l'expliquait tout à l'heure, au sommeil de remplir son rôle de détoxificateur et finalement ne va pas permettre à l'organisme de récupérer. Mais est-ce qu'on pourrait donner des conseils, parce que là c'est très angoissant pour les personnes qui travaillent de nuit ou qui ont des conjoints qui travaillent, voilà. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter justement ou de limiter les conséquences préjudiciables de ce travail? Oui, alors évidemment tout le monde ne va pas souffrir de troubles, les troubles qui ont été évoqués. Ça c'est ce qu'on observe, ce qu'on appelle les études épidémiologiques qui nous montrent que la population de ces travailleurs de nuit a plus de troubles. Évidemment tout le monde n'aura pas ces troubles, bien heureusement. Par ailleurs, il existe des solutions, on va dire, qui reposent sur l'hygiène de sommeil. On ne sait pas à l'heure actuelle traiter les troubles du travailleur de nuit réellement. On ne sait pas comment éviter. Ce qu'on sait, c'est que certaines attitudes, une certaine hygiène de sommeil va permettre vraisemblablement d'être très positive. Prendre soin de son sommeil, c'est quelque chose de très positif. Tout le monde ne le fait pas. Quand on va se coucher le matin en arrivant à la maison, eh bien, on éteint son téléphone, on ferme les volets, on doit dormir dans l'obscurité. Lorsqu'on effectue son poste de travail, eh bien, on essaie d'augmenter l'intensité lumineuse. Non seulement parce qu'elle va permettre, cette lumière nocturne, de synchroniser l'horloge, d'aider l'horloge un petit peu à se caler à ce travail de nuit, mais en plus elle va permettre d'augmenter la vigilance et donc de réduire les accidents au travail. Donc il y a un certain nombre de pistes. Et j'encourage tous ceux qui sont intéressés soit à me contacter pour que je leur envoie le document, soit d'aller voir sur le site de l'ANSES ou de la Haute Autorité de Santé. Il y a une liste des recommandations et des conseils qu'on peut donner. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'y adresser. Alors, docteur Lemoine, il y a des médicaments aussi qui empêchent de dormir, il y a des pathologies qui empêchent de dormir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors c'est vrai que quelqu'un qui jusque-là avait un bon sommeil et qui tout d'un coup se met à moins bien dormir, doit d'abord se poser la question de tous les changements qu'il a eus dans sa vie. Et parmi tous les changements, eh bien, l'introduction d'un médicament nouveau peut s'avérer tout à fait cruciale. Et ils sont multiples, les médicaments qui empêchent de dormir. Parmi les plus connus, évidemment, il y a tous les stimulants, mais ce n'est pas vraiment des médicaments pour la plupart, puisque tous les coupes-fins, tous les médiators et autres toxiques ont pratiquement disparu. Mais il existe encore des médicaments auxquels on ne va pas penser forcément. Par exemple, les cardiologues prescrivent en cas d'hypertension des bêta-bloquants. Eh bien, il a été montré que certains bloquants, comme le propranolol, pris le soir, peuvent empêcher de s'endormir parce qu'en réalité, ils bloquent totalement la libération de la mélatonine. Donc, si on a une hypertension qu'on est traité avec un antihypertenseur, et il y en a d'autres d'ailleurs, on doit demander au cardiologue si ce médicament peut être en cause. Et s'il est en cause, éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le changer? On a de très bonnes relations, en tout cas à Lyon, avec les cardiologues, et ça se passe bien, et parfois ils acceptent, parce qu'ils savent que si les gens ne dorment pas, de toute façon, ça va aggraver le trouble cardiaque. Donc, ça peut être une cause. D'autres médicaments, par exemple, certains antidépresseurs, peuvent empêcher de dormir, parce qu'il y a des antidépresseurs qui font dormir, et d'autres qui empêchent de dormir. Et puis, il y a aussi les antiparkinsoniens, qui sont très connus, qui sont presque des amphétamines. J'ai connu des parkinsoniens qui devenaient toxicomanes et qui avaient une utilisation récréative de leur L-Dopa. Bien entendu, ils ne dormaient plus et ça a aggravé considérablement leurs troubles. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le sommeil a de multiples fonctions et on n'a pas parlé beaucoup jusqu'à présent de la fonction métabolique. C'est au cours du sommeil qu'on fabrique les hormones comme la leptine qui inhibe l'appétit, c'est la satiété qui font que j'ai plus faim à la fin des repas, et la gréline qui va faire que j'ai faim. Et tout cet équilibre savant alimentaire risque de déséquilibrer un diabète, puisque l'insuline aussi est régulée pendant le sommeil. Donc il faut savoir que beaucoup de médicaments, et je terminerai aussi peut-être de manière paradoxale en disant que
certains somnifères et certains tranquillisants empêchent de dormir. Par deux mécanismes. Soit on a des médicaments somnifères extrêmement courts, style zolpidem, qui, au bout de 2-3 heures, chez les métaboliseurs rapides, sont éliminés. Et on a ainsi des personnes insomniaques qui prennent ce genre de produit. Elles ont tort, parce que normalement, c'est pas plus de 4 semaines. Et moi, je ne recommande pas plus de 3 jours, et si possible 0 jours. C'est le meilleur traitement hypnotique, 0 jours. Mais ces personnes, donc, elles prennent du zolpidem. Il est éliminé au bout de 2-3 heures, et il y a une insomnie du milieu de la nuit. Et les personnes ne peuvent plus se rendormir. Et parfois, malheureusement, reprennent un deuxième en milieu de nuit et vont avoir un accident de voiture le lendemain s'ils doivent conduire. Et puis, de manière encore plus paradoxale, il y a des médicaments très lents. Il y a des somnifères dont la demi-vie est par exemple de 18 heures. La demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié du médicament est éliminée. Et on se demande ce qui est passé par la tête des industriels de prescrire des somnifères supposés faire dormir 7 heures, alors qu'au bout de 18 heures, il y en a encore la moitié dans le sang. Donc ces médicaments allongent le sommeil, mais en plus, surtout si on est âgé, on élimine moins vite. Toute la journée, on est un peu flottant, on est entre deux eaux, et donc on a un mauvais éveil. Or, vous savez, le sommeil et l'éveil, c'est le yin et le yang. On ne peut passer une bonne nuit que si on a passé une bonne journée. On ne peut passer une bonne journée que si on a passé une bonne nuit. Et si donc la journée a été endormie par des médicaments d'élimination trop lente, il y a aussi des tranquillisants, il y a aussi des neuroleptiques, des antidépresseurs, il y a plein de médicaments somnifères, tranquillisants, qui empêchent d'être éveillé dans la journée et qui vont provoquer une insomnie nocturne. Donc, posez-vous la question, je ne dors plus bien, est-ce que je n'ai pas eu un changement de traitement? Je ne parle pas de forme galénique, je ne parle pas de lévothyrox maintenant. Et ces effets secondaires sont sur les notices? Ces effets secondaires ne sont la plupart du temps pas sur les notices. C'est très rare qu'on voit qu'un somnifère provoque une insomnie, et pourtant c'est la réalité. Alors comment le savoir? Alors comment le savoir? On demande à son médecin, en espérant que son médecin soit au courant, mais la plupart du temps il l'est, il faut bien le dire. Les médecins se forment beaucoup et sont de plus en plus au courant du sommeil. Il suffit de voir le succès que nos enseignements post-universitaires rencontrent. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc déjà, le patient doit faire une espèce de corrélation entre « tiens, j'ai un nouveau médicament, tiens, je ne dors plus bien ». Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre les deux? On prend la notice, on va sur Internet, parce qu'on doit s'informer quand on est consommateur, et après, on peut en discuter avec son médecin et envisager, comme je disais tout à l'heure, avec le cardiologue, si c'est un antihypertenseur, un éventuel changement. Alors, docteur Chalamel, chez l'enfant, qu'est-ce qui peut expliquer une insomnie? Alors, chez l'enfant, d'abord, il faut savoir que chez l'enfant de moins de 5 ans, il y a 40% des enfants qui ont fait des périodes d'insomnie pendant plus de 3 mois. Donc, c'est très fréquent. Et ensuite, on retrouve les mêmes causes que chez l'adulte, c'est-à-dire des rythmes veille-sommeil complètement irréguliers, avec des levées en particulier qui sont très retardées pendant le week-end et puis qui sont beaucoup plus tôt dans la semaine. Mais la première cause chez le jeune enfant, c'est le fait c'est le conditionnement anormal à l'endormissement, c'est le fait qu'il est souvent incapable de s'endormir seul, sans la présence de ses parents. Et comme il se réveille la nuit, et les réveils nocturnes sont normaux, il signale ses éveils aux parents. Et ça, c'est la première cause de difficulté de sommeil du jeune enfant, et ça peut aller jusqu'à 5-6 ans, où il y a déjà encore, à 5-6 ans, des enfants qui ne savent pas s'endormir seuls. Et puis, il y a souvent le fait que les parents sont fragiles, qu'ils sont inquiets, qu'ils ne savent pas donner de limites. Donc l'enfant est un peu en roue libre au niveau de ses états de veille et de sommeil. Il y a le fait aussi qu'il va faire trop de siestes dans la journée, qu'elles vont être trop tardives, ça va retarder l'endormissement. Et on sait actuellement, et on insiste beaucoup sur le fait qu'un enfant de moins de 10 ans devrait s'endormir à 21h au plus tard. Et probablement parce que s'il s'endort après 21h, il va avoir une exposition à la lumière qui est beaucoup plus importante et qui va empêcher son sommeil. Et plus un enfant s'endort tard, et plus son sommeil est de mauvaise qualité. Donc ça, c'est des choses qui sont
importante. Et puis un peu plus tard, chez le préadolescent, c'est les écrans, c'est l'inquiétude, parce qu'on a eu des problèmes à l'école, parce qu'il y a des problèmes dans la famille dont on n'a pas parlé. Tout ça, c'est comme chez l'adulte, c'est l'anxiété, et puis aussi il y a l'excès de stimulation. Et je pense qu'on n'a pas assez parlé de l'activité physique qui est faite trop tard le soir et qui va empêcher l'endormissement parce qu'elle va faire grimper la température corporelle et empêcher l'endormissement. Et puis bien sûr, même chez le jeune enfant, il y a les boissons stimulantes. Il y a des enfants qui avalent des boissons théinées, des boissons caféinées, et tout ça, ça va l'empêcher de dormir. Et bien sûr, il y a les écrans. Alors, je me tourne aussi à vous. Donc, il y a un phénomène qui est assez connu, qui fait beaucoup parler, c'est le somnambulisme. Quelles en sont les causes, quels en sont les risques, et est-ce qu'on peut les prévenir ? Alors, le somnambulisme, lui, il est souvent familial, parce que quand un enfant est somnambule, dans 80% des cas, un père, une mère, un oncle ont été somnambules. Alors, le somnambulisme, ça se passe dans les 3 premières heures de sommeil. Alors, c'est plus fréquent chez l'enfant, en particulier entre 6 et 12 ans, parce qu'il a beaucoup de sommeil lent profond. Et le somnambulisme, ça correspond à un éveil dissocié, donc le corps est réveillé, mais le cerveau reste en sommeil lent profond. C'est pour ça qu'un enfant somnambule, ou même un adulte somnambule, ne se souviendra pas d'avoir fait un accès de somnambulisme. Mais ses parents, si. Ses parents, si. Je vous le dis. Donc, normalement, le somnambulisme, on déambule tranquillement, et puis on peut le ramener avec douceur, et il peut continuer son sommeil dans son lit. Mais si on le réveille, à ce moment-là, en particulier chez l'adolescent, mais aussi chez les préadolescents, il va être très agité. Il peut avoir ce qu'on appelle un réflexe de fuite, se mettre à courir de façon phénoménale dans tout l'appartement et être incontrôlable. Il peut être agressif, et ça, c'est le cas de l'adolescent qu'on réveille au cours d'un accès de somnambulisme. Alors, pour diminuer ces accès, effectivement, il faut que le sommeil de première partie de nuit ne soit pas trop profond. Donc, chez les enfants plus jeunes, on va pouvoir réintroduire une sieste de façon à alléger le sommeil de première partie de nuit. Il faut éviter les activités physiques trop tardives le soir. Il faut éviter les couchers trop tardifs, les rythmes veille-sommeil irréguliers. Tout ça, ça déséquilibre le sommeil et ça favorise les accès. Et puis, le somnambulisme, ça peut éventuellement être dangereux, c'est pas très fréquent, mais il faut se méfier si les accès sont très fréquents, plusieurs par semaine, s'il y a beaucoup d'antécédents familiaux dans la famille, si les accès durent plus de 10 minutes. Et là, il faut être méfiant et il faut absolument, chez tout somnambule, sécuriser les portes et les fenêtres, faire attention aux objets dangereux dans les chambres. Pas mettre sur les lits superposés. Pas mettre sur des lits superposés, ça c'est important. Et d'ailleurs, même chez tout enfant qui a un sommeil très profond, il faut éviter les lits superposés, surtout dans les endroits qu'il ne connaît pas, parce qu'il va dégringoler du lit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire aussi ? Chez l'adolescent et chez l'adulte, il faut éviter de boire trop de café. Il faut éviter les somnifères. Et puis chez l'enfant, bien sûr, la fièvre, les rythmes irréguliers, tout ça, ça peut favoriser les accès de somnambulisme. Alors, aussi, une autre pathologie, c'est la narcolepsie. La narcolepsie, c'est surtout une pathologie de l'adulte. La narcolepsie, ça se manifeste par une somnolence très anormale dans la journée qui est émaillée d'accès de sommeil très brutaux, incoercibles. Et puis, il y a un autre symptôme qui est important, c'est les accès cataplectiques, qui sont des pertes soudaines du tonus musculaire. Alors, elles peuvent être localisées, on a la tête qui tombe, on a un bras qui tombe, ou elle peut être globale, et à ce moment-là, on chute. Et puis, dans la narcolepsie, il y a aussi des hallucinations absolument très intenses, très angoissantes au moment où on s'endort. Il y a aussi des paralysies transitoires, mais conscientes,
au cours du sommeil, qui sont aussi assez terrifiantes. Tout ça, c'est ces 4 signes un petit peu cardinaux de la narcolepsie. Et puis, dans la narcolepsie, il y a un très mauvais sommeil nocturne. Et chez l'enfant, et ça c'est particulier à l'enfant, au début de la maladie, il y a une prise de poids très rapide, très importante en début de maladie. Qu'est-ce que vous appelez prise de poids très rapide? Il peut prendre 10 kilos en 6 mois. En 6 mois, d'accord. En 6 mois. Hein. Et quand vous avez un enfant qui arrive obèse, vous pensez généralement chez l'enfant, ce qui est relativement fréquent, au syndrome d'apnée du sommeil. Eh bien, il faut penser à la narcolepsie, parce qu'il est somnolent, et puis il faut regarder la courbe de poids, c'est vraiment 10 kilos, et 60% des enfants narcoleptiques ont eu une prise de poids très très rapide et très importante en début de maladie. Et c'est lié à quelle physiologie? Alors c'est probablement la narcolepsie, c'est probablement lié à de toute façon c'est une obésité d'origine centrale comme la narcolepsie. Et la narcolepsie, ça correspond à une dégénérescence très rapide, probablement par un processus immuno-allergique, et on en a eu un petit peu la confirmation avec toutes ces narcolepsies qui sont devenues plus fréquentes après la vaccination H1N1. C'est une dégénérescence de cellules au niveau de l'hypothalamus qui sont des cellules à hypocrétine ou à orexine, qui sont des cellules éveillantes. D'accord. Est-ce que ça se traite? Alors ça se traite, bien sûr, c'est une maladie chronique. Alors c'est pas très fréquent, mais c'est aussi fréquent que le Parkinson ou la sclérose en plaques, mais c'est souvent méconnu, puisque le diagnostic souvent il est fait entre 8 et 22 ans, même actuellement, après le début des signes. Et alors ça se traite par des psychostimulants pour lutter contre la somnolence, et actuellement c'est plutôt le Smodiodal ou la Ritaline. Et puis ça se traite aussi par l'oxybate de sodium qui stabilise le sommeil nocturne et qui agit aussi sur les accès cataplectiques comme certains inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, l'Effexor, le Prozac. Et puis on traite aussi chez l'enfant, l'oxybate de sodium permet de stabiliser la prise de poids. Et puis, il y a toutes ces mesures comportementales, socio-comportementales, avec le soutien psychologique, parce que très souvent, il y a une dépression. C'est une maladie chronique quand même, donc il y a une dépression. Et puis, chez les enfants, il y a le soutien scolaire, et puis le soutien des associations qui est important. Et puis, on essaye que la somnolence soit moins importante dans la journée en instituant toute une série de siestes de 10-20 minutes dans la journée, de façon à ce que, après ces siestes, on se sente mieux, on soit moins somnolent. Docteur Lemoine, une autre pathologie, le syndrome des jambes sans repos. Alors ça, c'est une découverte relativement récente et qui est d'un diagnostic assez compliqué parce que ça piège assez facilement. D'abord, il y a 2 types de symptômes qu'il ne faut pas confondre. Il faut bien différencier ce qu'on appelle les impatiences, le syndrome des jambes repos, à l'éveil. C'est une pathologie assez pénible qu'on observe par exemple beaucoup chez les femmes en fin de grossesse, qu'on observe lorsqu'il y a eu des hémorragies, parce que la première chose à rechercher dans ce cas-là, c'est la perte de fer et de ferritine dans le sang. Mais en même temps, c'est un symptôme qui est de plus en plus fréquent avec l'âge et qui également augmente au fur et à mesure où la journée avance. C'est-à-dire qu'il y a très peu de ces impatiences dans la journée, et plus la journée avance, plus on en a, et le soir, c'est l'enfer. Puisque ces personnes disent je suis très fatigué parce que j'ai beaucoup bougé, déambulé. Vous voyez, autour de cette table, personne n'a des impatiences. On est tous restés tous les 5 tranquilles, sans marcher de long en large. Donc c'est déjà un bon point. On est donc fatigué, on se met au lit, et au moment où on va s'endormir, les jambes se mettent à bouger toutes seules, provoquent une crampe douloureuse. Il faut se lever, marcher sur du froid, aller sur le balcon. J'avais une patiente qui mettait ses pieds dans le frigo pour avoir moins vite, plus rapidement. Et on se recouche, ça va mieux, on n'a plus mal, et ça redémarre. Et il y a des personnes comme ça qui, toute la nuit, déambulent à cause de leurs impatiences et qui vont s'endormir à 4-5 heures du matin, et le réveil sonne à 7 heures. Donc c'est très pénible. Et puis deuxièmement, il y a le trouble des mouvements périodiques des membres inférieurs au cours du sommeil.
Le nom est un peu long, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, c'est au cours du sommeil. Et donc, la personne, en général, n'est pas au courant. Certaines de ces salves de mouvement des membres inférieurs peuvent être éveillantes, mais souvent on ne s'en souvient pas après. C'est le conjoint qui est au courant. Donc ce sont des personnes qui, toutes les nuits, courent un vrai marathon. Et quand ils viennent à la consultation, dans un premier temps, ils disent « Ah, je suis crevé, je suis même un peu déprimé, ça ne va pas, je suis fatigué, j'en peux plus, je ne peux plus avancer. » Bon. Et puis en fin de consultation, by the way, j'ai les jambes qui cuisent, j'ai des crampes musculaires. Ils ne font pas le lien entre les deux symptômes. Et le médecin ne fait pas toujours le lien non plus. Il faut être capable de lier cette fatigue chronique et ces douleurs aux membres inférieurs, souvent des cuissons, des fourmillements, des crampes, tous les types. Et les personnes disent il faudrait un drainage lymphatique, il faudrait faire du magnésium, il faut faire de l'acupuncture. Ça ne marche pas très bien tout ça. Immédiatement, lorsqu'on pense à ce syndrome, on appelle le conjoint, ou s'il est présent, on lui demande, est-ce qu'il ou elle fait un marathon toutes les nuits? Est-ce que les draps sont en bataille le matin? Et la réponse est en général oui. Donc c'est une cause majeure d'insomnie, c'est assez fréquent, c'est souvent familial, là également, et c'est finalement assez invalidant en l'absence de traitement. Alors, quel traitement? Alors les traitements, il y en a beaucoup. On considère quand même que, avant tout, c'est un problème qui se joue au niveau d'un corps chimique qu'on appelle un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, comme s'il y avait une dysrégulation au niveau de la dopamine. Alors, en ce qui me concerne, c'est pas reconnu par tout le monde, mais c'est assez magique. Je prescris des doses massives d'un acide aminé qui s'appelle la L-tyrosine. C'est un complément alimentaire, il n'y a aucune toxicité. Et je dis toujours à mes patients, le pire que ça puisse vous faire, c'est que ça ne vous fasse rien. Mais dans ces mouvements périodiques, aussi bien que dans les impatiences, des doses massives de tyrosine de plusieurs grammes au coucher, souvent en 1 ou 2 nuits, règlent le problème. Et là, on est bien content parce qu'on ne donne pas de médicaments. Et puis, ça ne marche pas toujours. Et à ce moment-là, il y a 2 gammes de produits. C'est soit des antiépileptiques, soit des agonistes de la dopamine, donc des antiparkinsoniens, qui marchent plutôt bien. Quand ça ne marche pas, là, on est bien embêté. On est obligé de recourir parfois à des produits plus méchants. On ne va pas rentrer dans les détails parce que là, c'est vraiment affaire de spécialistes. Mais disons que dans 90% des cas, ça se traite très rapidement et très bien avec la L-tyrosine. Et ensuite, on en traite encore un grand nombre avec les antiépileptiques et les antiparkinsoniens. Alors, docteur Stimès, là, on va aborder un sujet d'actualité qui a été présenté dans le discours de Monsieur le Président. Les pathologies respiratoires, la fameuse apnée du sommeil, sa vie, son œuvre. Tout à fait. Bon, effectivement, c'est une pathologie qui est certainement plus fréquente qu'on ne l'imagine. Grosso modo, la littérature, un peu ancienne d'ailleurs, donne 4% pour les hommes, 2% pour les femmes, mais c'est vraisemblablement largement sous-estimé. Et il est vraisemblable que les apnées du sommeil soient beaucoup plus fréquentes qu'on ne l'imagine, eu égard également au problème de l'obésité qui également se développe. Alors qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil? Il existe d'abord 2 types d'apnées. Soit le cerveau ne commande pas la respiration, on appelle ça une apnée centrale. C'est l'apnée tout de même qui est peu fréquente. Et l'apnée la plus fréquente est ce qu'on appelle l'apnée obstructive. L'air, quand il passe dans les voies aériennes supérieures, passe dans le nez. Le nez, c'est cartilagineux, c'est fixe. Enfin, ça n'est pas, déformable. Ensuite, l'air passe dans ce qu'on appelle le pharynx et l'hypopharynx. Et cette zone-là est une zone molle, puisque quand on ouvre la bouche devant une glace, qu'on tire la langue, eh bien, devant le pharynx, il y a la base de la langue, et derrière, il y a le voile du palais. C'est un conduit mou, particulièrement sur la base de ce pharynx qu'on appelle l'hypopharynx. Et puis ensuite, l'air passe dans le larynx, et le larynx, c'est une cavité cartilagineuse, donc non malléable. Donc, au travers de son parcours, l'air passe dans une zone, qui est l'hypopharynx, qui est une zone mollassonne, on va dire. Et cette zone peut changer de calibre. Lorsque l'on prend du poids, le poids ne se concentre pas au niveau du ventre. Il va se mettre également au niveau du cou et dans cette zone de l'hypopharynx, donc va rétrécir le calibre. La langue, si elle est un peu volumineuse, peut tomber en quelque sorte en arrière lors de la position dorsale quand on est couché. Et de la même manière, on peut avoir aussi des
plus ou moins des malformations du visage, c'est-à-dire une mâchoire un petit peu en arrière, des dents un petit peu en arrière, et le massif lingual. On a tous vu une langue chez le boucher, on sait que l'arrière de la langue, c'est quelque chose de volumineux. Nous, on a même la même langue, elle tient le même volume. Sauce gribiche. Et comment? Sauce gribiche. Sauce gribiche, c'est ça. Et cette langue donc prend du volume et rétrécit donc l'hypopharynx. Donc à cela peut se surajouter des phénomènes dynamiques, c'est-à-dire que lorsque l'on respire, il y a une synchronisation entre notre muscle diaphragmatique et des muscles de l'hypopharynx, particulièrement dans un muscle particulier qui s'appelle le genioglosse. Et il y a des muscles dilatateurs du pharynx lorsque mon diaphragme se met à fonctionner pour inspirer. L'ensemble de ces phénomènes, le rétrécissement de calibre, du fait d'une prise de poids, du fait d'une petite anomalie du maxillaire inférieur, des troubles de la fonction de la dilatation du pharynx font que le calibre de l'hypopharynx va diminuer durant la nuit. Il nous faut toujours la même quantité d'air pour respirer. Donc on va avoir un volume d'air qui va rentrer plus vite dans un tuyau plus petit. Ce tuyau est mou. Donc l'air qui rentre vite dans un petit tuyau mou, ça fait brrrt, et c'est le ronflement, grosso modo. Donc le ronflement, c'est lié à ça, c'est lié au passage de l'air rapidement dans un hypopharynx de le calibre rétréci et un petit peu mollasson. Alors l'air peut passer sans que ça altère les échanges gazeux, c'est-à-dire que ça provoque de baisse d'oxygène. Et puis, si le calibre est trop bas, le patient a beau tirer, il n'arrive pas à récupérer une quantité d'air suffisante et l'oxygène baisse. Et dans ces conditions, on appelle ça une hypopnée, c'est-à-dire une respiration trop petite, dont la conséquence est une baisse de l'oxygénation sanguine. À l'extrême, la langue tombe complètement, la cavité s'obstrue complètement et l'air ne peut plus passer. Il s'agit de ce qu'on appelle une apnée. Et cette apnée est à l'origine, effectivement, de phénomènes de désaturation. Et puis l'apnée, elle va durer jusqu'à ce que le patient se dise, ou du moins son cerveau se dise, qu'il est en danger. Donc il va envoyer une impulsion, qu'on appelle un micro-réveil, qui va provoquer une sécrétion d'adrénaline, d'un éveil qui va réouvrir en quelque sorte les voies aériennes et leur redonner le tonus pour que l'air repasse. On appelle ça la reprise ventilatoire, qui est généralement bruyante chez un ronfleur. Et ce phénomène va se reproduire de manière périodique durant la nuit. Et on va calculer, nous, thérapeutes, dans l'épreuve diagnostique, le nombre d'apnées ou d'hypopnées qu'il y aura par heure. Donc le syndrome d'apnée du sommeil est défini selon le nombre d'apnées-hypopnées par heure. Lorsque ce nombre d'apnées-hypopnées est inférieur à 5 par heure, c'est normal. On considère que ça rentre chez l'adulte. J'entends chez l'adulte, pas pareil chez l'enfant. Chez l'adulte, on considère que c'est normal. Entre 5 et 15 apnées par heure, on parle d'un syndrome d'apnée du sommeil léger. Entre 15 et 30 par heure, on parle d'apnée du sommeil modéré. Et au-dessus de 30 par heure, on appelle ça un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est chaque fois qu'il y a apnée, eh bien, il y a entre guillemets micro-réveil, et le cerveau qui envoie donc de l'adrénaline, eh bien ce micro-réveil, qui peut se répéter jusqu'à 30 fois par heure, voire 40 fois, voire 50 fois par heure, eh bien évidemment perturbe bien sûr la récupération. Et le patient, le matin, il est fatigué, il est somnolent dans la journée, il a des troubles de vigilance durant la journée, et l'ensemble est particulièrement accidentogène. Et puis, alors ça, c'est la perturbation qui paraît relativement évidente et ressentie par le patient. Puis à côté de cela, il y a un problème beaucoup plus sournois, c'est la baisse d'oxygène induite par les apnées. Cette baisse d'oxygène constitue donc une désaturation du sang en oxygène. Ensuite, le patient respire, il resature son sang en oxygène, puis il refait une apnée, puis il rebaisse le sang. Et le yo-yo que fait l'oxygène dans le sang est responsable de ce qu'on appelle un stress oxydatif. Et ça, c'est très, très désagréablement ressenti par les cellules qui font l'intérieur des artères, qu'on appelle l'endothélium vasculaire. Et ça va être source d'une tripotée de complications cardiovasculaires, dont la première sera l'hypertension artérielle,
de plus en plus croissante, va majorer considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, va majorer le risque d'infarctus du myocarde, va être responsable de microangiopathie au niveau rénal, donc de poussée d'insuffisance rénale, et va être également à l'origine de troubles métaboliques intenses, avec, Patrick en a parlé tout à l'heure, les perturbations de l'insuline, l'insulinorésistance, donc diabète, dyslipémie, et va majorer également la prise de poids, puisque Patrick a parlé tout à l'heure de la leptine, de ces hormones qui permettent en quelque sorte de déstocker les graisses. Et on se rend compte maintenant que cette apnée du sommeil est responsable dans les populations où il y a beaucoup d'obèses, par exemple aux États-Unis, d'une augmentation considérable des stéatoses hépatiques, ce qu'on appelle le NASH syndrome, et qui est actuellement aux États-Unis la première cause de greffe du foie. Bon, je ne dis pas que l'apnée du sommeil amène la greffe du foie, mais voilà, l'apnée du sommeil est responsable d'une tripotée de complications pour laquelle il importe de détecter l'apnée du sommeil pour pouvoir la traiter. Et alors, quel traitement? Alors, le traitement, principalement deux, on va dire. Alors, on ne traite que les apnées supérieures à 15, entre 15 et 30, lorsqu'elles sont responsables de troubles cliniques avec une forte somnolence ou troubles de vigilance et ou pathologies cardiaques associées. Auquel cas, on a tendance à proposer à ces patients ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire, c'est-à-dire qu'on fait un petit appareil dentaire qui est fait par un spécialiste de l'appareil masticateur, soit un chirurgien maxillofacial, soit un ORL, soit un orthodontiste. Donc on prend les empreintes des dents, on les modélise par informatique et une imprimante 3D fait deux gouttières, haut et bas, qui sont parfaitement impactés donc, aux dents du haut et aux dents du bas. Et puis il y a un petit jeu d'articulation à l'arrière de ces deux gouttières qui permet de faire une protrusion mandibulaire, c'est-à-dire d'avancer doucement la mâchoire inférieure jusqu'à 70% de l'avancée maximale. On n'avance jamais au maximum pour ne pas entraîner une arthrite temporomaxillaire. Donc, cette orthèse d'avancée mandibulaire est un traitement électif du ronflement. Il est très très efficace dans le ronflement. Et puis, il est utile pour, en quelque sorte, les petites apnées. Et puis ensuite, il y a le traitement qui est le gold standard du traitement de l'apnée du sommeil, de l'apnée obstructive. On fait une contention pneumatique, c'est-à-dire qu'on met de l'air sous pression dans les voies aériennes supérieures qui viennent en quelque sorte maintenir ouverte la cavité pharyngée et hypopharyngée. Cet air sous pression donc, est envoyé par l'intermédiaire d'une petite machine à turbine qui est très silencieuse et très petite. Et la communication entre la machine et le visage se fait par l'intermédiaire d'une interface qui est un masque généralement nasal, parfois nasobuccal exceptionnellement, plutôt nasal, parfois narinaire. Et donc la congruence entre l'interface et le visage permet l'absence de fuite et de maintenir donc une pression dans les voies aériennes supérieures qui va être variable au cours de la nuit, puisque au fur et à mesure de notre endormissement, le tonus hypopharyngé sera plus ou moins important et ces machines maintenant sont capables de régler leur niveau de pression et de l'adapter en quelque sorte à ce tonus hypopharyngé de manière à maintenir en permanence les voies aériennes avec le minimum d'inconvénients. Merci. Docteur Chalamel, quels sont les chiffres pour l'enfant? Alors les chiffres chez l'enfant, ils sont à peu près les mêmes, à peu près 4% des enfants. Et c'est à peu près le même mécanisme, sauf qu'au niveau des apnées, on prend en compte des apnées beaucoup plus courtes. Dès qu'il manque de respiration, on parle d'apnée. Et au niveau de la fréquence des apnées, la fréquence des apnées, on prend en compte à peu près 2 apnées par heure de sommeil. Et pas, et bon, entre 2 et 5, c'est un syndrome d'apnée léger. Entre 5 et 10, c'est un syndrome d'apnée sévère, déjà, modéré, et puis au-dessus de 10, c'est sévère. Et il faut savoir, chez l'enfant, en particulier chez l'enfant jeune, dans 3/4 des cas, et presque tout le temps chez tout enfant, on fait une ablation des amygdales et des végétations, parce que c'est le premier obstacle qui provoque le syndrome d'apnée chez l'enfant. Alors, je vais vous poser une question rapide. Quand est-ce qu'on doit consulter? Quand est-ce que, sur les questions du sommeil?
Chez l'enfant d'abord et puis chez l'adulte. Alors, chez l'enfant, c'est dès que, normalement, même pour les troubles bénins du nourrisson et du jeune enfant, l'enfant qui réveille plusieurs fois ses parents, il faudrait pouvoir consulter, parce que les parents qui ont des enfants qui les réveillent plusieurs fois par nuit sont déprimés, ont plus d'accidents de voiture, manquent plus souvent à leur travail, donc il faudrait qu'ils puissent consulter. Mais malheureusement, il y a très peu de centres de consultation pour l'enfant. Et puis pour le syndrome d'apnée, dès qu'un enfant ronfle, transpire, respire la bouche ouverte et ne grossit pas ou grossit trop, il faudrait consulter, et ça c'est impératif. Et chez l'adulte ? On est à peu près équivalent en quelque sorte, c'est-à-dire que quand il y a des troubles diurnes avec somnolence, troubles de vigilance et fatigue anormale le matin, ça devrait attirer l'œil. Quand il y a plainte sur le sommeil et retentissement diurne, également, ça doit attirer l'attention et amener à la consultation. Et puis quand on a des patients qui sont complètement décalés, effectivement, puis qui savent qu'ils sont en décalage de phase complet par rapport à la vie environnementale, qu'ils puissent consulter pour se faire aider, pour avoir des règles d'hygiène qu'un médecin peut leur donner, un médecin du sommeil puisse leur donner. Et j'aimerais préciser que pour l'enfant, le syndrome d'apnée chez l'enfant, la première personne qu'il faut consulter, c'est l'ORL. L'ORL et maintenant les ORL d'enfants sont tout à fait compétents pour éventuellement même enlever les végétations et les amygdales sans passer par des enregistrements polygraphiques de sommeil. Alors, professeur Gronfier, le sommeil dans l'apprentissage, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Et puis, où en est la recherche aujourd'hui sur le sommeil? Alors, on sait que le sommeil est crucial pour l'apprentissage. Marie-Jo Chalamel le sait bien. Le cerveau se met en place pendant le sommeil. La circuiterie neuronale, les connexions entre les aires cérébrales qui permettent à l'enfant d'appréhender son environnement, d'apprendre à marcher, de comprendre le monde qui l'entoure, se met en place pendant le sommeil. Et on voit bien que toutes les études le montrent, alors peu chez l'enfant, mais chez l'animal ça a été fait, et chez l'adulte. Dès lors qu'on réalise des privations de sommeil, on va perturber les apprentissages. Ce que la recherche en neurosciences nous a appris, c'est que pendant le sommeil, ce sont des connexions cérébrales qui vont se développer et qui vont se renforcer. Si on réalise tous les jours le même geste, par exemple un musicien qui va faire répéter tous les jours le même morceau, eh bien, il va stocker ce morceau dans sa mémoire à cause du sommeil, grâce au sommeil. Si son sommeil est perturbé, il lui faudra plus de temps pour apprendre ce morceau. Un enfant qui apprend à faire du vélo, si son sommeil est perturbé, vraisemblablement, il mettra un peu plus longtemps qu'un autre pour apprendre à faire du vélo. Tout ça, on le sait grâce à la recherche récente en neurosciences. Comme Patrick l'évoquait au tout début tout à l'heure, le sommeil permet d'éliminer des informations non pertinentes et de stocker des informations pertinentes. On va voir un ensemble de choses pendant notre journée. Vous avez entendu un ensemble de choses ce soir. Certaines de ces informations seront pertinentes pour vous, vous semblent pertinentes, vous allez les stocker. Les autres, moins pertinentes, vous allez vite les oublier. Et c'est grâce finalement au sommeil et à sa capacité à faire le tri entre les informations utiles et inutiles que le sommeil est finalement aussi important. Et quels sont les grands enjeux aujourd'hui de la recherche? Alors, j'allais dire ce dont on a parlé ce soir et ce que la recherche nous apprend, c'est que évidemment le sommeil n'est pas un luxe. Il faut que tout le monde le sache. Nous, on en est tous convaincus ici autour de cette table. Il faut que les gens en prennent bien conscience. Je pense que les gens qui sont ici dans la salle aujourd'hui ont bien compris ça et c'est la raison pour laquelle vous êtes venus. Il faut que cette information soit diffusée au plus grand nombre. Alors les enfants sont une des premières cibles. Il faut, dès le plus jeune âge, apprendre aux enfants que le sommeil, c'est important. Et pas leur dire de manière autoritaire et péremptoire. Il faut évidemment leur expliquer pourquoi c'est important. Donc, les enseignants, les professeurs, les instituteurs ont un rôle à jouer. Et l'enseignement, dès le plus jeune âge, doit finalement apprendre aux plus jeunes que le sommeil est quelque chose d'important. Les adultes doivent le savoir aussi, parce que c'est souvent les enfants qui ont des parents les moins informés, qui sont ceux qui se couchent le plus tard et qui vont finalement ne pas avoir un bon sommeil, parce que les parents ne seront pas là pour leur dire « maintenant il est l'heure d'aller se coucher », parce que peut-être que les parents ne se rendent pas compte à quel point le sommeil est important.
Et puis les médecins, alors Patrick disait tout à l'heure, les médecins sont de mieux en mieux formés, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que évidemment, le médecin un médecin au cours de son cursus médical, sans parler des formations continues et des formations complémentaires, aura eu une exposition à la médecine du sommeil assez courte, assez restreinte. Et donc, certains sont bien démunis. Et il aura fait des gardes. Voilà, certains, et il fait des gardes qui seront nocifs pour son propre apprentissage. Et donc, il y a besoin de booster, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais de développer très très fortement l'apprentissage de la médecine du sommeil pendant le cursus médical. Et puis le dernier point, c'est il y a besoin d'informer aussi nos décideurs politiques. On avait été tous ravis autour de la table de participer à ce rapport sur le sommeil qui avait été commandité par Xavier Bertrand, à l'époque ministre du Sommeil. Finalement, les retombées ont été nulles, c'est-à-dire que ça n'a servi à rien. Ministre de la Santé. Un ministre du Sommeil. Je pense que le gouvernement avec un ministre du Sommeil, et ça c'était un rêve éveillé. Un sous-secrétaire d'État au rêve, ça me paraît... C'était un rêve éveillé, ça. Et donc finalement, ça n'a mené à rien. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il est invraisemblable, impensable et déraisonnable de ne pas prendre conscience aujourd'hui et de ne pas faire prendre conscience à nos décideurs de l'importance du sommeil. Parce que le sommeil, c'est un enjeu de santé publique. Le sommeil est au cœur de tout. Et nous avons un président qui se targue de dormir 4 heures par nuit. Alors oui, certains sont des petits dormeurs. Peut-être qu'il est un petit dormeur. C'est aussi un point qu'on n'a pas évoqué ce soir. On a des besoins de sommeil qui sont tous différents les uns des autres. Il y a des vrais petits dormeurs, il y a des grands dormeurs qui ne dorment pas suffisamment. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est un petit dormeur, mais en tout cas, en termes d'apprentissage et d'information autour du sommeil, on a beaucoup de travail à faire. Et ça, c'est un des grands enjeux. En termes de recherche, on a besoin de comprendre pourquoi le sommeil, quels sont ses rôles. Il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Un petit mot de conclusion. Entre vous, là, le sommeil est un facteur de bonne santé, comme vient de le dire le professeur Gronfier. Redire ce qu'a dit Claude, ce n'est pas un luxe. On vous aurait fait la même conférence il y a 15 ans, vous aurez dit ça fatigue de ne pas bien dormir, et on n'aurait pas été tellement plus long. Maintenant, on sait qu'effectivement, on risque le diabète, on risque le cancer si on ne dort pas ce qu'on doit. Sans oublier qu'effectivement, il y a des personnes, peut-être notre président actuel qui est un court dormeur. À Lyon, on a eu un maire Premier ministre qui était officiellement un long dormeur, mais qui se portait plutôt bien aussi. La moyenne, c'est 7 heures, entre 7 et 8 heures. Mais ce n'est pas la norme, c'est la moyenne. De même, on sait qu'on est soit du matin, soit du soir, soit intermédiaire, soit indifférent. On ne traite pas de la même manière quelqu'un qui est du matin, comme moi, chronorigide, ponctuel, ou quelqu'un du soir qui a beaucoup de mal à être à l'heure, parce qu'on sait que quelqu'un du soir va bien s'adapter à un travail posté, à un travail de nuit, et qu'un sujet du matin, il va tomber malade dans les 5 ans d'après les médecins du travail. Donc toutes ces données doivent être en effet intégrées. Et puis d'autres choses importantes, le sommeil c'est important. Une étude très récente a montré que les femmes ont besoin en moyenne de 20 minutes de plus que les hommes par nuit. Certains auteurs sexistes et machos disent c'est normal, c'est des grosses feignasses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est simplement que leur cerveau est tellement plus performant, avec tellement plus de connexions que le nôtre, qu'elles ont besoin de plus récupérer. Et moi, je suis bien triste d'être un mec. Docteur Chaman, vous avez le micro là. Alors moi, j'aimerais réinsister sur le problème de l'adolescent. Parce que l'adolescent, 40% des adolescents qui se couchent tard et c'est normal, qui s'endorment tard et c'est normal, sont en grande privation de sommeil et à peu près, il leur manque en semaine à peu près 2 heures de sommeil par nuit. Et ça fait 20 ans, ou même 30 ans, là, actuellement, qu'on crie aux politiques, faites-les rentrer à l'école à 9h et pas à 8h, et on n'a pas été entendu. Alors qu'aux États-Unis, au Canada en particulier, on a reculé l'heure d'entrée des adolescents au collège ou au lycée, et les performances de ces adolescents et les comportements de l'adolescent se sont beaucoup améliorés avec l'extension du sommeil. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Ça suscite un murmure dans la salle, ouais. Là, hein. Parce que... Bravo. Pour reprendre ce que dit Marie-Jo, je crois qu'effectivement, la dette de sommeil, c'est abominable. Je crois qu'il faut que
tout le monde apprenne à écouter son corps. Voilà, il doit y avoir une espèce de stratégie en quelque sorte à mener de manière à ce que dans le système social actuel, on puisse être à l'écoute de son corps et respecter son corps, parce que la dette de sommeil, c'est le non-respect de son corps et c'est la porte ouverte à de très nombreuses pathologies. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci. Est-ce qu'on peut avoir l'éclairage sur la salle? Donc vous avez dans votre dossier un petit carton sur lequel vous pouvez inscrire des questions et les personnes vont passer dans la salle pour les récupérer. Vous pouvez aussi les envoyer en ligne. Alors, je pose la première question en ligne. Les siestes sont-elles conseillées? Qui veut répondre? Eh bien, moi, je peux répondre. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire la sieste. Et bon, la sieste qu'on conseille chez l'adulte, c'est une courte sieste en tout début d'après-midi qui ne dure pas plus de 20 minutes. Et pour l'enfant, je crois que l'enfant a besoin de dormir dans la journée, en particulier presque jusqu'à vers l'âge de 5 ans, même si cette sieste recule un tout petit peu l'endormissement du soir, parce qu'au niveau de la sieste, chez l'enfant, il se passe beaucoup de choses, en particulier à l'école maternelle pour les apprentissages. Ça lui permet de stocker dans sa mémoire à long terme ce qu'il a appris, par exemple, le matin, et s'il ne fait pas la sieste et s'il en a besoin, eh bien, c'est une perte un petit peu au point de vue de la cognition. Un petit mot supplémentaire sur la sieste, il y a aussi les aspects climatiques et culturels. Bien sûr. Certes, ce qu'on vous dit, c'est bien pour Saint-Étienne, Paris, Lyon. Si nous étions en Andalousie, on vous dirait que ce n'est pas comme ça. Parce que moi, j'étais très frappé sur la Plaza Mayor du côté de Séville de voir des enfants de 2 ans, 3 ans, à 2 heures du matin qui jouaient normalement, qui se levaient à 7-8 heures, mais qui dormaient 3-4 heures dans la journée. C'est tout à fait une adaptation climatique, mais ce n'est pas vrai ce que je vous dis, parce que ça, c'est en Espagne. Mais vous regardez leurs voisins de palier, les Portugais, ils ne font pas la sieste, alors qu'ils ont le même climat, et c'est tellement culturellement inscrit, ou épigénétiquement inscrit, que les descendants des Espagnols, les Mexicains, les Argentins, font la sieste, alors que les descendants des Portugais, les Brésiliens, ne font pas la sieste. Tout ça à climat équivalent. Donc c'est un peu compliqué la sieste. L'important, c'est que si on dort bien, on fait ce qu'on veut, mais si on ne dort pas bien, on ne vient pas se plaindre. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi trop dormir est nuisible? Pourquoi trop dormir? Comment? Oui, enfin, quand quelqu'un effectivement dort trop, c'est qu'a priori, il a un problème de pathologie. Il faut aller chercher, il faut l'investiguer. Si quelqu'un a besoin de trop dormir, il faut aller chercher le problème. Donc il faut consulter. Il faut distinguer beaucoup dormir. Oui. Je suis génétiquement un long dormeur qui a besoin de 8-10 heures, je me porte bien, et je n'ai pas de problème. Mais si je dormais 6-7 heures et qu'un jour je me mets à dormir beaucoup plus et que j'ai très sommeil dans la journée et que je suis épuisé, je dois être enregistré à 100%. Alors, 2 questions, mais je pense qu'on a déjà parlé. Que faire lorsqu'on se réveille systématiquement à 2h30 et qu'il est difficile de se rendormir? Je m'endors à minuit, je me réveille à 3h, voire 4h du matin. Est-ce que je suis insomniaque? Non mais... Oui, mais de toute façon, est insomniaque toute personne qui a mal à son sommeil. Alors, il y a 2 types d'insomnie. Il y a l'insomnie avec un retentissement dans la journée. Il y a une vraie dette de sommeil, c'est ce qu'on appelle une insomnie objective. Et puis, il y a une insomnie où, comment ça va dans la journée? Ben, ça va bien, pourquoi? À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une insomnie subjective ou paradoxale. Dans le premier cas, la personne a effectivement un trou dans son sommeil, soit il s'endort trop tard, soit il se réveille trop tôt, soit au milieu de la nuit il se réveille, soit les 3. Et puis dans l'autre cas, c'est des personnes qui disent « j'ai pas fermé l'œil », on les enregistre, elles dorment très bien ou assez bien. Simplement, elles ont perdu la perception de leur sommeil, leur capacité à sentir le sommeil. Donc c'est une vraie insomnie. Vous savez que je travaille donc en Chine. Les Chinois sont sidérés par l'attitude des médecins français. « Docteur, j'ai mal à la tête, je vais vous faire un scanner. » « Ah, il n'y a rien, vous n'avez rien. » Ben si, j'ai mal à la tête quand même si j'ai rien au scanner. Eh bien, il y a des gens qui font des enregistrements de sommeil qui disent « Vous dormez, j'ai la preuve. » Ben non, je n'ai pas dormi de la nuit,
même si sur votre foutue machine j'ai dormi, ben non, j'ai pas dormi. On doit traiter ces personnes aussi bien que si c'était des insomnies objectives. Je me réveille, je m'endors à minuit, je me réveille à 3 heures. En Chine, c'est le foie. Donc on donne artichaut radis noir parce que c'est le foie. En Occident, c'est pas ce qu'on donne. Simplement, on cherche des causes médicales. Le grand pourvoyeur de l'insomnie, c'est quand même la dépression. Le plus grand pourvoyeur de l'insomnie, c'est la dépression et le stress. Mais c'est avant tout la dépression. Donc on cherche ça. Quelqu'un qui n'est pas bien le matin et qui est bien le soir, ça sent la dépression. On se méfie de ce côté-là. Et puis au niveau thérapeutique, on évite les somnifères, on évite les tranquillisants. On commence par toutes les techniques que nous a parfaitement énuméré Bruno tout à l'heure, EMDR, EFT, méditation, prière, examen de conscience, toutes ces choses-là, ça marche parfaitement. Les distracteurs, ce qui fait qu'on ne pense pas au sommeil, parce que beaucoup de personnes ne dorment pas parce qu'elles veulent dormir, et ça, faut aussi le savoir. Une étude que j'adore citer, vous prenez 20 très bons dormeurs, vous les mettez dans un labo de sommeil, chacun avec des électrodes, dans un dortoir. À 23 heures, vous éteignez la lumière et vous dites 50 000 € au premier qui s'endort. Il n'y en a pas un qui ferme l'œil. Pourquoi ? Le désir de dormir est tellement fort, l'excitation est tellement forte que les gens ne ferment pas l'œil. Et à l'inverse, il y a des gens qui viennent me trouver, je suis insomniaque, je fais tout ce que je peux, ça ne marche pas. Très bien, je vais vous enregistrer. Là, ils se disent, ils m'enregistrent, c'est qu'ils ne me croient pas. Je vais lui montrer que je ne dors pas. Et la personne lutte contre le sommeil. Et le lendemain matin, catastrophe, elles ont dormi comme un bébé, comme ça ne leur était pas arrivé. Donc c'est le désir de dormir qui empêche très souvent de dormir. Et là-dessus, il y a des techniques comportementales, cognitives et comportementales qui aident. Deuxième chose, c'est les plantes. Les plantes sont efficaces, objectivement efficaces. Il y a des études très bien faites. En Belgique et en Espagne, la passiflore a une AMM, est prescrite sur ordonnance. Et ça fonctionne très bien. Et puis on ne peut pas ne pas parler de la mélatonine. Et on essaye d'oublier les tranquillisants et somnifères qui sont quand même, à terme, toxiques. Alors, il y a quelques questions, parce que là, on est en lune descendante. Est-ce que la pleine lune crée un dysfonctionnement dans le sommeil ? Pourquoi ne dort-on pas en période de pleine lune ? Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Patrick vient de me dire qu'il a fait la biblio là-dessus. J'ai un collègue, moi, en Suisse, qui s'est posé cette question-là. Il s'est dit, voilà, depuis 25 ans, j'enregistre le sommeil de bons dormeurs, puisqu'il s'agit d'un chronobiologiste qui travaille uniquement chez les bons dormeurs. J'enregistre le sommeil de mes bons dormeurs depuis 25 ans, j'ai des tonnes d'enregistrements. Je vais regarder maintenant, je vais essayer d'établir la corrélation entre la qualité de leur sommeil et la phase lunaire. Et puis il a fait ça, il avait un très grand nombre de sujets. Et puis il a trouvé qu'il existait un lien entre la phase de la lune et la qualité du sommeil. C'est-à-dire qu'en pleine lune, eh bien, la qualité du sommeil est moins bonne qu'en lune basse. Et donc, c'était un très beau papier qu'il a publié dans une revue très prestigieuse. Et suite à ça, alors déjà, il faut que je le dise, il a mis 10 ans pour publier l'article parce qu'il n'osait pas le publier. Il s'est dit, je vais être la risée de toute la communauté scientifique. Il nous demandait notre avis à tous. On lui disait, vas-y, publie-le parce que c'est intéressant scientifiquement. Et puis, suite à cette publication, il a un collègue, très bon ami à lui, enfin, c'était un ami juste avant la publication de cet ami, qui a publié exactement l'inverse. Qui s'est dit, non, en fait, moi, dans mes données, j'ai aussi 25 ans de données, peut-être même 30. Et finalement, il n'y a pas de données. Donc en fait, le sujet reste ouvert. Il y a encore sans doute des études à faire. Et peut-être que dans 10 ans, quand on aura suffisamment d'études de ce type, on pourra conclure. Mais à l'heure actuelle, on ne peut rien dire réellement sur l'impact de la Lune sur la qualité du sommeil. Alors il y a une question là par mail, et qui est aussi posée sur pas mal de fiches. Quel est l'impact du futur changement d'horaire ? On va passer l'heure d'hiver dans 15 jours. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Alors là, moi, je veux bien répondre. Allez-y. Alors, au niveau du changement d'automne, personne ne se plaint généralement parce qu'on peut facilement décaler son sommeil de 3 heures. Donc, le changement d'hiver, ça se passe relativement bien. En revanche, quand au printemps, on est obligé de s'endormir 1 heure plus tôt, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'au point de vue de l'organisation du sommeil, on peut difficilement se coucher plus d'1 heure plus tôt. Donc on a beaucoup plus de difficultés à faire le passage de changement d'horaire au printemps. Et puis au printemps, il y a le problème, c'est que l'éclairage est beaucoup plus tard dans la soirée. Donc la lumière, on a vu que ça bloquait la mélatonine, donc ça empêche l'endormissement.
Donc généralement, chez les gens qui sont des bons dormeurs, en une semaine c'est fait, mais il faut le faire peut-être progressivement, en particulier chez l'enfant. On recommande soit la semaine qui précède, soit au cours de la semaine du changement d'horaire, de reculer en automne de 10 minutes en 10 minutes ou au printemps d'avancer l'horaire d'endormissement de 10 minutes en 10 minutes la semaine qui précède le changement horaire. Merci. Juste pour dire que ça, Marie-Jo, c'est un sujet de discours, un sujet du soir. C'est-à-dire que les gens du soir détestent le passage au printemps, alors que c'est les gens du matin comme moi adorent le printemps, le changement d'horaire au printemps, et détestent ce qui va se passer dans 15 jours. Donc, c'est toujours un petit peu projectif. Oui, mais ce que je veux dire quand même... il y a quelque chose qui est important chez l'enfant, c'est qu'on les oblige. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont à l'est et d'autres qui vont à l'ouest. Exactement. Moi, je voyage très facilement à l'est, pas facilement à l'ouest. Mais ce que je veux dire quand même, là, je reviens plus sérieux, mais en tant que clinicien, c'est au week-end de changement d'horaire d'automne que se déclenche la dépression saisonnière. C'est là que la boulimie sucrée, l'hypersomnie, la prise de poids se déclenche. C'est vraiment le signal, parce que c'est un petit retard de phase qui déclenche la phase dépressive. Alors, des petits troubles du sommeil, pourquoi parlons-nous la nuit? Est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à notre santé? Peut-on dormir les yeux ouverts, grincer des dents toutes les nuits? Quelles sont les raisons? Le bruxisme, Tout ça, c'est des parasomnies qui sont tout à fait bénignes. Beaucoup de gens parlent dans leur sommeil. Est-ce qu'il faut les croire? Il faut les croire. Alors, généralement, on est très distinct au cours du sommeil paradoxal. On vous comprend. On l'est beaucoup moins au cours du sommeil lent profond, mais on parle dans tous les états de vigilance au cours de la nuit. Et puis, grincer des dents, c'est aussi bénin, c'est aussi fréquent. Mais il y a un petit problème si on grince vraiment beaucoup des dents, c'est qu'on se lime les dents et qu'à ce moment-là, il faut aller voir le stomato ou l'orthodontiste. Alors, la lumière d'une liseuse est-elle néfaste comme celle d'une tablette? Tout dépend de la liseuse. Si c'est une liseuse rétroéclairée, c'est mauvais. Si c'est une liseuse avec de l'encre électronique, c'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de rayonnement bleu, parce que c'est comme un livre en fait. Une chose à rajouter qu'on a tendance à oublier, c'est l'impact de ces liseuses rétroéclairées, de ces tablettes, des smartphones, des écrans de télévision, des écrans d'ordinateur. Il a été étudié et mis en évidence en laboratoire chez des gens qui, pendant la journée, étaient exposés à très peu de lumière. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, ces instruments n'ont pas d'impact, mais ils auront d'autant moins d'impact qu'on a été exposé à beaucoup de lumière pendant la journée. Et ça, c'est quelque chose d'important. On voit que chez l'enfant en particulier, l'activité sportive, l'activité à l'extérieur a tendance à diminuer au cours des années et à être compensée par des activités sur les écrans. Donc une recommandation qu'on peut faire pour éviter ces troubles liés aux écrans, c'est d'encourager tout le monde, et en particulier les enfants, à s'exposer à la lumière solaire pendant la journée. Alors, on a parlé des rêves, là, mais effectivement, quelles sont les conséquences lorsqu'on ne rêve pas, ou du moins qu'on a le sentiment de ne pas avoir rêvé? Si on ne rêve pas, c'est qu'on dort vachement bien et qu'on n'a pas d'éveil en cours de sommeil paradoxal ou juste après. Donc quelqu'un qui dit « je ne rêve pas », je me dis c'est quelqu'un qui dort très 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 bien. Mais de rêver beaucoup, c'est bien aussi, mais c'est quand même la preuve d'un sommeil d'un peu moins bonne qualité. Tout le monde rêve, de toute façon, toutes les nuits, 4, 5, 6 fois 20 minutes, c'est obligé, sauf si on prend certains médicaments qui bloquent le sommeil paradoxal. Mais on peut vivre sans rêve et se porter très bien si on est adulte, en dehors d'une période de stress ou de danger. Certains auteurs pensent que rêver, ça ne sert à rien, parce que vous prenez un médicament type IMAO, vous ne rêvez plus du tout, ça va très bien. Depuis 20 ans, 30 ans, j'ai des patients qui n'ont pas de sommeil paradoxal et qui se portent très bien. Simplement, quand on est enfant, c'est très important, et dans les conditions de stress, c'est aussi très important. Et alors, c'est en noir et blanc ou en couleur est-il posé? Couleur. Plusieurs stations thermales proposent des cures pour traiter les troubles du sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez pour traiter les apnées du sommeil? Je pose des questions. Non, enfin, à moins de permettre une perte de poids de 30 kilos à quelqu'un, enfin je caricature bien sûr, mais après, à moins de permettre une perte de poids très importante qui réduirait bien sûr l'index d'apnée, autrement la cure thermale n'est pas un traitement de l'apnée du sommeil. La cure thermale, il y a au moins 2 stations ou 3 stations en France qui
propose des sevrages des somnifères et des tranquillisants, une hygiène des rythmes, notamment celle qui a le plus en pointe, c'est Saujon, du côté de Royan. Mais autrement, il y a des choses folkloriques pour les apnées. Récemment, par exemple, il y a une étude sur traitement des apnées du sommeil par le didgeridoo. Et elle a eu le prix Ig Nobel, ce qui n'est pas gentil. Comment est-ce qu'on peut traiter un décalage horaire important pour un enfant ? Alors ça dépend. Bon, si le décalage il s'endort tard, il se lève très tard. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on avance progressivement de 10 minutes en 10 minutes l'heure du réveil le matin. Pour recaler un sommeil, c'est l'heure du réveil le matin qui est le plus important. De 10 minutes en 10 minutes, mais si 10 on minutes est en avec 10 des minutes. gros décalages de 7-8 heures. Alors, si on a des gros décalages de 7-8 heures, il y avait aussi la technique où, pour l'adolescence, ce qu'on peut faire, c'est faire une nuit blanche. On l'empêche de dormir dans la journée. Et comme ça, il aura sommeil le soir. Et après, on insiste pour qu'il se réveille de façon régulière, toujours à la même heure et pas de façon trop tardive. Et surtout, il faut éviter les décalages pendant le week-end. Se coucher tard, se lever tard, surtout pendant le week-end. On peut avoir un décalage des heures d'endormissement pendant la semaine, de façon importante. Alors, des questions sur la ménopause. La ménopause engendre-t-elle des troubles du sommeil ? Pas moi. Non, c'est l'enfance, oui, c'est l'enfance. Marie-Jo est éternellement jeune, tout le monde le sait dans le milieu. La ménopause, comment vous dire, pour bien dormir, il faut que les horloges fassent que la température du centre du corps soit haute dans la journée et basse la nuit. Il faut qu'il y ait en gros 1,4 degré de différence entre le maximum diurne et le minimum nocturne. Et tout ça peut être perturbé par les cycles. On sait qu'on dort moins bien avant les règles qu'après les règles, tout simplement parce que la progestérone, ça augmente la température nocturne et ça réduit le différentiel. La ménopause, c'est le bazar dans les hormones et c'est le bazar dans les rythmes. Et effectivement, il y a une incidence d'insomnie, une incidence de dépression, puisque pour certains auteurs, l'insomniaque chronique de 20 ans fera le déprimé de 40 ans, comme s'il y avait une espèce de continuum entre l'insomnie chronique et la dépression. Donc la ménopause réunit des conditions propices à l'insomnie et à la dépression, et très souvent, comment on peut aider ces personnes ? C'est simplement en jouant sur les hormones, c'est-à-dire soit d'abord avec les plantes estrogéniques, progestéroniques, ou plus tard les traitements hormonosubstitutifs, s'il n'y a pas évidemment de contre-indication, notamment au niveau des cancers du sein. Dernière question qui a quand même son importance, comment vaincre la somnolence au volant ? Consulter, je pense. On s'arrête sur une aire d'autoroute, on dort 5 minutes et on repart. Non, je pense qu'il faut consulter. C'est la... Oui, c'est évident qu'il faut consulter. Si on est somnolent... C'est normal, la somnolence au volant. Il y a eu des études faites notamment à Bordeaux par Pierre Philippe qui montrent que tout le monde, sur un trajet Bordeaux-Paris, a des épisodes de sommeil dont il ne se rend pas compte. Les personnes disent non, j'ai pas dormi, et on les enregistre et on s'aperçoit qu'elles ont dormi 1-2 minutes en allant à 130 à l'heure. Donc il faut savoir que ça peut être dangereux. Donc dès qu'on a les signes annonciateurs, les yeux qui piquent, besoin de lutter, on s'arrête, on dort 5-10 minutes, moi je le fais très souvent, et ça repart comme en 14. Et on fait comme le martinet qui ferme un œil en volant et qui ne se casse pas la figure. Mais voilà, de sommeil, merci beaucoup. Merci. Et puis, merci à Véronique, à Marina pour toute l'énergie déployée.